Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne La Vérité en Marche Nadine Touzeau, profiler, chercheuse en cybercriminalité. Bonjour Nadine. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Ravi de te retrouver, de retrouver tout le monde. Ravi également de te retrouver sur cette chaîne et de partager avec nous ton expérience sur le profilage. On a décidé de faire une émission sur le profilage post-élection. Une émission qui va se dérouler en 4 points principaux. D'abord, un état des lieux finalement de cette élection. Ensuite, y a-t-il eu une forme de manipulation ou de fraude électorale? Dans une troisième partie, on voudrait voir quel est le comportement des électeurs, à la fois des électeurs pro-Macron et des électeurs pro-Marine Le Pen, puisqu'il s'agissait du second tour. Et enfin, on aimerait vous donner des clés pour la suite à court terme et également à moyen terme. Donc, on va pouvoir commencer de suite par la première partie. Et j'aimerais introduire finalement cette première partie par une citation de Coluche, qui avait très bien compris la mascarade politique et qui disait, c'est une citation qui est connue et qui tourne pas mal sur les réseaux, si voter servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ce serait interdit. Je pense que vous avez cette phrase en tête, que vous comprenez finalement pourquoi cette mascarade a été instrumentalisée entre le candidat qui était du système, bien que les deux le soient, et son opposant qui finalement devait être face à lui pour pouvoir justement le faire élire. Bon, personne n'est dupe, ça fonctionne comme ça depuis longtemps maintenant. Il est temps que les gens se réveillent un petit peu. Alors, concernant cet état des lieux, on a vu qu'Emmanuel Macron a été élu grâce à la gauche et à la division de la droite. En somme, je dirais que tous les électeurs ont été trahis par les partis et peut-être que la question par rapport à cet état des lieux, ça serait la question de la souveraineté des individus. C'est-à-dire comment retrouver sa souveraineté et sortir de ce système, j'allais dire, de représentation qui est biaisé, on le voit clairement, ou du moins trouver des clés pour contourner le fait que ce système soit biaisé. Qu'est-ce que toi, Nadine, tu peux nous dire sur finalement cet état des lieux post-électoral, c'est-à-dire sur finalement la victoire d'Emmanuel Macron, sa mise en scène et concomitamment, bien sûr, la défaite de Marine Le Pen? Alors, concrètement, déjà, je réitère, je n'ai pas été votée. Je réitère pourquoi et je vais me permettre de revenir dessus parce que je ne suis pas la seule à avoir agi de la sorte. Du fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous ont incendiés parce qu'il semblerait que ce soit de notre faute si Marine Le Pen n'est pas passée. C'est absolument faux. Parce que de toute façon, Marine Le Pen, à mon avis, a fait un score vraiment phénoménal. Ça a été impressionnant de voir ce qui s'est passé au niveau des îles, notamment tous les lieux où, par le décalage horaire, ils ont voté. On a eu les résultats avant. Habituellement, qu'ils votent à gauche. Et ils ont tous voté massivement pour Marine Le Pen, à un tel point, c'est que la presse aux États-Unis, on dit la vraie victoire, c'est Marine Le Pen quand on voit ce qui s'est passé au niveau des îles. Dans beaucoup de presse américaine, ça a été mis en avant. Moi, je n'ai pas voulu voter parce que je savais que quoi que je fasse, je me déplacerais pour un système en lequel je ne crois pas, je ne crois plus depuis très longtemps, et que je savais que ce serait un effet dominion qui gagnerait. Il y a énormément de révélations de fraudes qui ont été mises en avant, pas suffisamment sur la cybercriminalité. Je suis profondément déçue que les black hats, que tous les cybercriminels qui vont aller chercher de l'argent à droite à gauche n'ont pas joué leur rôle de citoyen, et je parle notamment d'Anonymous, parce que je suis désolée, Anonymous, je ne sais pas ce que vous êtes devenu, mais au début, vous étiez top. Je ne sais pas comment vous avez été infiltré pour être aussi peu performant, à mon sens, aujourd'hui, ou trop focus peut-être sur d'autres choses, mais les élections, à mon avis, ça aurait été excellent de mettre en avant toutes les fraudes qu'il y a eu, toutes les fraudes qui ont été potentiellement mises en avant, et d'autres qui n'ont pas été mises en avant que vous auriez pu trouver. Ce qui a été mis en avant, c'est par exemple, on rend des résultats avec des chiffres et non des lettres. Donc ça, après, on fait ce qu'on veut avec les chiffres. Ce qui a été mis en avant, c'est que des résultats n'ont pas été affichés dans pas mal d'endroits. Ce qui a été mis en avant, c'est le nombre de personnes qui n'étaient plus sur les listes. Ce qui a été mis en avant, c'est le nombre de résultats qui ont été donnés bien avant la fin des dépouillements, parfois même avant que les gens aient fini d'aller voter. Je ne cite que cela, mais il y en a une kyrielle. Et donc, je considère que si on ne fait pas un état des lieux de ces choses-là en se disant
En effet, il y a trop de choses qui justifient que certaines personnes aient décidé de ne pas rentrer dans ce système. Il y a un problème. Il ne faut pas nous dire que vous voulez vous éveiller, vous voulez aller de l'avant et vous êtes dans un jugement de valeur vis-à-vis de ça. Nous, ça fait longtemps qu'on l'a compris. Moi, je fais partie des gens qui l'ont compris depuis longtemps. Donc, je ne cautionne pas cette corruption. Donc, je n'ai pas à prendre ma carte d'électeur, à me déplacer et à dire j'ai voté pour une corruption, qu'elle soit déguisée ou pas déguisée, parce que là, c'est les deux, en l'occurrence. Entre ceux qui vont être élus et entre le système qui va élire quelqu'un. Est-ce que finalement, dans cet état des lieux, bon, on a tous constaté qu'il n'y avait pas eu de campagne électorale, puisque bon, il y a eu la guerre en Ukraine qui a finalement effacé en tout ou partie, j'allais dire, cette campagne, ce qui a joué en la faveur du président sortant. On a constaté aussi que finalement, à travers cette politique, lui, il se présentait plus comme un porteur de projet sans que finalement on ne puisse juger, j'allais dire, son bilan. Et il a tout fait justement pour qu'on ne puisse pas juger son bilan. Son bilan qui, si on doit le résumer à un chiffre, est une dette de 600 milliards que lui attribue à la crise Covid, alors que bon, ça a été analysé par différents économistes et différents, on pourrait dire, chercheurs de vérité honnêtes, qui disent que non, c'est un gros mensonge de dire que c'est dû à la crise Covid. Est-ce que finalement, cet état des lieux post-électoral nous conduit à une forme, doit nous amener à une forme de résilience, c'est-à-dire de prise de hauteur, de se dire, bon, on est face à un système qui est dans le déni total, qui est dans une forme de fanatisme idéologique, qui veut avancer quoi qu'il en coûte dans sa direction, et que pour pouvoir le faire, il avait besoin, encore une fois, du président Macron pour continuer cette avancée un petit peu délirante. C'est totalement cela. Et je pense qu'il y avait aussi une façon de donner une prise de conscience à certaines personnes qui n'ont toujours pas compris. Il y a encore des personnes qui ne sont pas du tout éveillées, qui croient encore à l'ancien système, et notamment à la votation. Mon vote sera pris en compte. Mais ils s'en foutent de votre vote. Ce qui les intéresse, c'est de dire on fait une campagne présidentielle fantoche, sous couvert de guerre en Ukraine, sachant que, je réitère, il n'y a pas de guerre en Ukraine. Hein. Ce n'est pas une guerre, c'est un nettoyage. Il y a des choses très intéressantes qui sont d'ailleurs en train de se révéler en ce moment. Mariupol, quelque chose comme ça, là, une ville, je n'ai pas bien retenu le nom, mais des choses sur lesquelles j'avais déjà pas mal d'informations et ça ne concerne pas que cette ville-là, sur ce qui se passe réellement. Donc c'est une façon en fait de couvrir ce qui se passe réellement, de justifier ce qui se passe réellement, mais aussi à titre international, parce que quand on regarde la presse internationale, on n'a pas du tout les mêmes informations qui circulent en France. Et la France, on l'a appauvrie au niveau des langues. On n'a pas cette facilité en France d'apprendre d'autres langues, et c'est très dommage, parce que de connaître d'autres langues, ça nous autorise à s'informer autrement dans d'autres endroits, et de pouvoir aussi échanger et découvrir d'autres cultures, et de se rendre compte que la France n'est pas le seul pays sur Terre qui existe. Si le français reste toujours la langue de la nomenclatura, c'est l'anglais qui est le plus, c'est la langue, ce qu'on appelle commerciale en fait, la langue du business. Et il est très dommage que beaucoup de gens ne parlent pas aussi bien anglais, ou en tout cas suffisamment. Je constate aussi, parce que là, ils seraient informés autrement, ils sortiraient un peu de leur coquille. Et c'est pour ça, c'est une des raisons de cet incultisme qui fait que la France sera un des derniers pays à tomber. Parce qu'il y a vraiment une volonté de rendre les gens incultes, y compris par la notion de langue. Et ça, c'est déplorable en fait pour les résultats, parce que si les gens avaient la possibilité de s'informer autrement et ailleurs, et ça c'est possible aujourd'hui, je pense qu'on aurait avancé au moins de 6 mois dans l'agenda. Sachant qu'il y a un agenda, je parle comme ça, il n'y a pas un agenda précis. Ce qui est très inquiétant, c'est que il faille toucher le fond de chez fond pour que les gens se réveillent et se rendent compte que ça ne marche pas. On a beau leur dire, on a beau leur mettre le nez dedans, ils y vont quand même. Ils y vont quand même. J'en connais plein qui... Je leur ai dit, mais regardez toutes les fraudes qu'il y a eu, etc. Ah oui, mais non, ça va changer. Là, ça. Mais qu'est-ce que ça va changer? Comment ça peut changer autrement, dans la mesure où on a exactement les mêmes personnes en place qui ont pris du pouvoir et de la puissance et qui ont atrophié complètement la possibilité
de faire même ne serait-ce qu'une élection normale, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais usuelle, ce qu'on avait les autres années, qui nous saoulait plutôt qu'autre chose. Bon, moi, personnellement, ça me saoulait. Mais certains en avaient besoin pour écouter les programmes des uns des autres. Des programmes qui ne sont jamais tenus, du reste. Parce que des programmes, on nous en a sorti une kyrielle depuis je ne sais pas combien de temps. Vous allez en voir plein bientôt dans les législatives. Quasiment rien n'est tenu. C'est leur programme à eux qui est tenu. Mais ils vendent de la soupe. Et les gens y croient. Ils sont bornés, ils sont obtus, ils sont omnubilés, ils sont manipulés. Si ça va se faire. Mais arrêtez de croire au Messie. Il faut arrêter là. Ça, c'est un peu un constat majeur, effectivement, aussi dans l'état des lieux post-électoral. C'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup trop de gens qui ne sont que trop peu ou pas, j'allais dire, pas assez politisés, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire comprendre finalement la politique et la direction dans laquelle elle veut nous amener, par-delà simplement les simples mesures qui arrangent notre budget de fin de mois. Oui, c'est très confortable qu'on nous supprime la taxe d'habitation, c'est très confortable qu'on diminue quelques impôts, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est très bien. Mais il faut comprendre que la réalité, ça c'est une forme de distraction pour éloigner les individus de la stratégie qu'ils essaient de mettre en place. Et c'est comme ça qu'eux, ils le pensent, c'est-à-dire ils donnent des miettes aux gens, et le miette, c'est les pains, en fait, c'est un petit gain d'argent, ils ont l'impression de pouvoir un peu plus profiter le week-end, ou, c'est-à-dire bon, mieux manger, ce qui est essentiel, puisque c'est le primat de la santé, de bien manger. Mais on a l'impression finalement que les gens n'ont pas compris, en fait, et qu'ils sont toujours dans une forme d'irrationalité. On le voit dans les résultats de cette élection. Ils ne veulent pas le voir. Et depuis des années, je te donne une cinquième semaine, je te donne un congé de ceci, je te donne un chèque vacances de cela. Bref, ce sont en effet des miettes que l'on donne pour endormir le peuple. Oui, c'est ça. Et tout le monde, comme c'est une manipulation, on est dans la matrice, qu'on est manipulé à se dire ça, c'est je vais demander 10 € d'augmentation par mois de salaire à mon patron. Alors, j'ai eu que 5. Hein. Quel mauvais patron, etc. Mais il a lâché pour avoir la paix. Et tout est fait comme ça. Et donc, c'est un jeu comme ça pour se dire, mais ça masque la forêt. Ça masque vraiment les vrais problèmes qui vont montrer que finalement, derrière, on va te rajouter beaucoup plus de travail et on ne te paiera peut-être pas au-delà des 35 heures ou je ne sais pas quoi. Enfin, j'invente tout un... Je ne suis plus du tout dans ce circuit, donc je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Mais en gros, c'est ça. Eh bien, c'est pareil au niveau de l'État. Ça fonctionne dans le même état d'esprit. C'est je vais lâcher un petit bout, je vais culpabiliser par-ci, je vais dire qu'il faut faire de la mode de par-là, et tout le monde doit suivre le moule. Et taisez-vous parce que vous aurez des miettes et que vous pourrez vous asseoir sur vos miettes et vous conforter. Et ils continueront comme ça. Et en plus ça va, plus ils emmènent dans l'entonnoir, de façon à ce que derrière, ces miettes, elles soient digitalisées. C'est-à-dire que maintenant, on vous a donné des miettes, mais vous savez, ça va être beaucoup plus facile. C'est que c'est nous qui allons tout contrôler de vous. Et comme ça, ces petites miettes-là, vous n'aurez plus à les gérer, mais vous manquerez de rien. Alors qu'on manquera de tout. D'humanité, d'amour, de liberté, de tout ce que l'on veut. Allez voter. Je ne suis même pas sûre que ce soit quelque chose de louable, dans la mesure où on vote pour des gens qui vont avoir la possibilité de diriger notre vie. Mais qui sont-ils pour diriger notre vie, quelles que soient les personnes en question? Qui sont-ils? Où est cette souveraineté? Donc, rien que ça. Et quand on voit ce qu'ils font de notre vote après, je suis désolée, n'en parlons même pas depuis tant d'années, il y a tellement de preuves que ce n'est même pas la peine de passer de temps à les lister. Il y en a mais plus que des kyrielles. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Oui, bien sûr. De ceci, de cela, sous couvert de ceci et cela. Donc, la manipulation qui a été mise en place depuis des années par la télévision, je réitère, véhiculée par Internet et les médias en tête de ligne, a été fait pour endormir ce peuple, pour endormir les gens et dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors voilà, tu te lèves à telle heure le matin, tu vas travailler à telle heure, tu vas gagner temps parce que tel métier c'est gagner temps, tu vas faire telles études, tu mets tes enfants à tel endroit, de telle manière, tu les éduques de telle façon, tu les habilles de telle façon, vous prenez tous des vacances au même moment, au même endroit et c'est du samedi au samedi et c'est pas autrement. Et vous allez aussi voter. Vous allez voter parce qu'on va vous garantir cette qualité de vie. Et tu as des tas de gens qui courent le nez dedans, mais ils courent à l'abattoir. Oui, parce que la majorité des gens sont plus dans une logique de sécurité plutôt que de liberté. Donc, ils abandonnent finalement leur souveraineté sans s'en rendre compte au nom de la sécurité et au détriment de la liberté.
Je dirais assistanat. Parce que pour L'assistanat, moi, ce oui. n'est pas de la sécurité. Ils croient que c'est de la sécurité, je suis d'accord. Mais c'est de l'assistanat. Et ce qui est pire dans tout cela, c'est qu'ils n'en s'en rendent pas compte et ils ont des comportements, c'est pour ça que je démarrais cette vidéo de cette manière-là, à nous incriminer, nous, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'eux, il faut qu'ils se remettent en question. Ça fait X années qu'ils votent, ça fait X années que c'est les mêmes problèmes, et c'est toujours de notre faute. Et c'est une façon de diviser au maximum pour que derrière le peuple puisse très clairement dire c'est ta faute à toi. Et donc, eux, ils ont gagné. C'est diviser, diviser, diviser au lieu de réunifier. Ça, on l'a très bien constaté. De toute façon, il y a eu une division à gauche qui a permis de faire monter Jean-Luc Mélenchon et en même temps qu'il a empêché d'accéder sur la dernière marche du podium. Et il y a eu une division également à droite qui a permis justement à Emmanuel Macron, et ça a été tout le jeu des politiques finalement, tout le jeu des stratégies. Les partis ne sont essentiellement là, enfin, les partis actuels, je dirais, simplement pour mettre en scène un jeu politique, un faux combat politique qui sert finalement les intérêts de toujours de ce même système financier qui est en arrière-cour et qui a une idéologie bien précise. Et cette idéologie, on la voit de plus en plus maintenant, puisqu'on ne va pas le redire, mais Klaus Schwab et compagnie, le Forum économique mondial, on comprend très bien où est-ce qu'ils veulent nous amener. Comment ? Il faut parler de la fille Schwab maintenant, parce que les générations suivantes, il faut voir les trucs tu lieux de poil, hein, parce que moi je dis les choses comme elles sont. C'est que toutes les ramifications dans ces familles de droite et de gauche et les enfants qui prennent la suite, comme Fabius et compagnie, c'est impressionnant comment c'est bien huilé, bien rodé. Donc il faut faire tomber tout ça. Et ça peut se faire tomber parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais pas en se tapant sur la tête parce qu'un a voté ceci ou l'autre a voté cela. Qu'il ait voté blanc, qu'il n'ait pas été voté, qu'il ait voté Marine, ça c'est le même camp pour moi. Ça c'est le même camp. C'est juste l'approche qui est différente. C'est l'approche de dire je vote contre un système. Elle est unique à tous. Elle est unique à tous. C'est la seule chose qu'on doit retenir. Mais ne pas incriminer les personnes parce que soit elles n'ont pas été votées, soit parce qu'elles ont voté blanc. Il ne faut surtout pas incriminer ça. Surtout pas. Il faut du courage pour les se dire on va voter contre parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir derrière. Et comme peu de gens ont cette capacité de se projeter et de se dire bon, ben là, ça me rassure, je vois ce qu'il veut faire, lui, plus ou moins, j'y comprends rien, mais bon, en tout cas, il a l'air de maîtriser son sujet. Alors que voter contre, ça veut dire on va vers quoi? C'est angoissant pour beaucoup de gens. Et donc, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à voter contre et à s'unifier, que ce soit des gens de droite ou de gauche, et qui se diraient, en fait, on fait ça pour l'avenir de nos enfants. L'avenir des enfants, c'est quoi? C'est essentiellement, finalement, les protéger d'un système qui glisse sur la pente du totalitarisme technologique. Donc, il faut en avoir conscience, ça. Il faut vraiment en avoir conscience et s'en extraire. Et pour ça, il faut s'unir au lieu de se diviser. C'est exactement ça. Et arrêtez d'incriminer parce que la violence que vous projetez envers les autres, c'est une violence que vous donnez pour les personnes qui veulent nous détruire. Eux, énergétiquement, non seulement ils s'en servent, mais en plus, derrière, on a toute cette... En fait, quand on reçoit cette violence-là, qui n'est pas, encore une fois, justifiée, vous n'avez pas à nous juger. Pas plus que nous, on a à vous juger. Vous avez fait votre choix, moi, j'ai rien à dire. Je n'ai pas voulu voter, moi, personnellement, Nadine, et puis je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, on a fait la vidéo ensemble. Moi, je n'allais pas voter. J'ai expliqué pourquoi. Pourtant, je vous ai préparé avec Sébastien une émission spéciale profilage de 12 candidats pour vous aider dans votre choix, sans jugement de valeur, avec le plus de neutralité possible. On a passé un temps fou dessus. On l'a fait. Ça a été d'ailleurs extrêmement relayé un peu partout sur la planète. Merci du reste. Mais malgré le fait que personnellement, je ne voulais pas aller voter, je l'ai fait parce que je considère que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc, je ne vous juge pas. Vous ne jugez pas les gens qui ont fait leur choix. Et un jour, peut-être que vous comprendrez notre choix. Mais en tout cas, cet comportement, c'est un très mauvais comportement qui fait le jeu de ceux pour qui on lutte contre. Donc, il faut surtout stopper ça, en effet. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question de cet état des lieux, effectivement.
dont la conclusion pourrait être il faut s'unir contre un système qui est dévoyé et ne pas juger les uns les autres sur finalement leur comportement par rapport aux élections, qui est un comportement personnel qui engage chaque individu, qui cherche à retrouver sa souveraineté. S'unir contre un système dévoyé, c'est aussi essayer de retrouver sa souveraineté pour un autre système beaucoup plus équilibré. Il y a une question en ce moment qui est sur toutes les lèvres, et c'est la question de la manipulation électorale et conséquemment celle de la fraude électorale. Donc il y a deux courants, bien sûr, le courant officiel, pour lequel il n'y a pas de fraude, pas de manipulation, simplement peut-être des erreurs techniques. Et il y a le courant, on pourrait dire, de, entre guillemets, la dissidence, les chercheurs de vérité, je préfère leur dire comme ça, les vrais philosophes, je dirais, puisque les philosophes sont un petit peu des chercheurs de vérité, quel que soit leur niveau d'études, ce n'est pas ça qui compte. La dissidence qui dit qu'effectivement, il y a des fraudes au comptage, qui dit qu'il y a des machines à voter qui auraient été détournées, qui auraient des remontées de données par différents logiciels ou des serveurs qui sont situés à l'étranger, qui auraient pu finalement détourner une partie des résultats. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette manipulation et sur cette fraude électorale? Alors, j'ai une casquette cyber en comportement, bien sûr, mais j'ai beaucoup appris avec la technique pour comprendre, c'est très facile en fait, pour comprendre techniquement comment ça fonctionne. Déjà, il y a un simple fait que les élections soient managées par un serveur étranger. Je ne sais pas si déjà tilt, quoi. Je veux dire, allô, c'est les élections françaises. Donc, ça se passe en France. Donc, c'est sérieux. Donc, tout doit se passer en France. Et puis, c'est marrant parce qu'on a retrouvé plein de synergies avec les élections de Donald Trump. Oh, c'est étonnant, ça. C'est même étonnant. Il y a encore Dominion qui est là, mais il y a d'autres logiciels. Il y a des sociétés à part qui ont été cooptées et qui ont été mandatées par nos impôts. Il y a, je crois, à peu près un an et demi que ça a été signé pour pouvoir gérer d'abord tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux, pour les bloquer, les verrouiller, les contrôler, mais aussi derrière pour gérer les comptages, enfin bref, on te fait croire qu'en gérant également les réseaux sociaux, on ne peut pas travailler sur d'autres systèmes, dont le comptage des votes. C'est une façon de masquer la vraie nature du contrat, ce qui n'est pas très clair et pas du tout légal en plus. C'est qu'on va te dire, voilà, c'est pour verrouiller les réseaux sociaux, mais seulement les algorithmes, les logiciels qu'ils ont peuvent être totalement détournés, dévoyés pour faire des faux comptages ou des comptages qui vont être retravaillés, mais à l'étranger. Ça, à mon avis, je ne suis pas avocate, mais il y a quelque chose qui me choque. Moi, personnellement, et ce n'est pas la première année que ça se fait, ce n'est pas la première fois. Donc, je disais tout à l'heure, il y a les comptages par chiffres et non par lettres. Ça n'est pas non plus légal. De ce que j'ai vu par des avocats, ça ne semble pas du tout légal. Des personnes qui ont été complètement occultées de listes, des personnes qui ont eu... il y en a plein qui ont témoigné qu'ils n'avaient pas fini le dépouillement, qui avaient déjà les résultats officiels, et d'autres qui étaient dans les files d'attente de vote, qui avaient déjà les résultats officiels. Donc, si ça ne concerne pas une fraude électorale, là, j'y comprends rien. Donc, forcément, ça casse la première thèse de dire qu'il y aurait des couacs. Ça arrangerait, de toute façon, ceux qui disent cela, à mon avis, c'est soit des bisounours, soit des pro-Macron, forcément. C'est juste pas possible on ne peut pas, dans une élection électorale, avoir autant de couacs. Et je me rappelle, à une époque, on faisait voter les morts, donc ça existe toujours. On faisait voter les morts. On disait, oh, il y a un couac. Ben non, il n'y a pas un couac. Combien de morts ont voté? Oui, mais c'est juste dans telle ville. Ah bon, vous êtes sûr? Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, il n'y avait pas la presse comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Donc, ce n'était pas très grave. Et puis, ça s'est mis en place, mis en place, mis en place, mis en place. Parce que ça ne date pas d'hier. Il ne faut pas le pleurer. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et qui est unique à la France. Il ne faut surtout pas se leurrer là-dessus. Donc, quand les gens applaudissent ou pleurent le soir des élections, mais vous pleurez et vous applaudissez pourquoi? Pour l'algorithme qui a réussi? Pour celui qui a payé le plus cher pour que l'algorithme y réussisse? C'est pour ça que vous pleurez. C'est pour ça que vous pleurez, et pas pour autre chose. Ou vous applaudissez
Ouais, Macron est réélu, ouais, super, je sais pas quoi, là, avec Oui, son mais parce mari, que là. les élections sont essentiellement basées sur l'émotionnel. C'est-à-dire que la majorité des gens ne votent pas pour un programme, ils votent pour un individu. Tout à Pour fait. peut-être quelques discours qu'ils ont pu entendre. Mais en grande majorité, ils retiennent moins de, moi j'allais dire moins de 10, et encore je suis généreux, moi j'allais dire presque moins de 5 propositions des candidats. Les trois quarts des gens n'y prêtent pas attention. Et c'est pour ça, en fait, ils le prennent au trip, c'est-à-dire ils sont juste animés par un individu, en fait, et comment ils utilisent le langage pour les manipuler sans qu'eux-mêmes ne s'en aperçoivent. Ce qu'ils retiennent souvent, c'est ce qui les intéresse dans le programme. Ils vont regarder la partie qui les intéresse. Donc, c'est pour ça que les programmes sont si longs et c'est pour ça qu'ils traitent tous les sujets. C'est pour dire, voilà, moi je suis homosexuel, est-ce qu'on va faire le Pax pour les homosexuels? Bon, ben voilà, je vote. C'est tout. Exactement. Après, oh, il a une belle tronche, je vote. C'est C'est tout. ça. Après, ah, c'est mon parti, je vote. C'est tout. Après, je ne peux pas la blairer, je vote contre. C'est tout. Comme j'ai dit, erreur de casting. Il faut être extrêmement prudent. On ne met pas à la tête de l'État quelqu'un qui a une belle gueule ou qui va vous répondre positivement sur quelque chose. On ne peut pas s'autoriser à faire ça. Ça n'est pas recevable. Mais pas du tout. C'est comme dans une entreprise où comment dire, embaucher des personnes parce que physiquement, ou c'est un ancien d'eux, ou c'est un pote, ou je ne sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est comme ça que ça marche depuis de quelques années. Mais c'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est il y a une mission, qui j'ai en face pour. Et on l'a dit dans des vidéos. Je crois qu'on l'avait dit dans celle d'années. Je ne sais pas rappelé plus, mais on l'a dit tous les deux dans des vidéos Oui, déjà. bien sûr. Là, on s'écarte un petit peu du sujet des manipulations et des fraudes, mais On s'écarte pas comme ça du sujet parce que c'est dans le comportemental. c'est dans le comportement. Dans le comportemental derrière, si tu veux, les gens ils vont se dire ouais super, je vais pouvoir me paxer. Ouais super, je vais pouvoir sortir mes poubelles à telle heure. On en est là quand même. On en est là. Oh oui super, l'autre je pouvais pas la blairer. Puis après, oh, ben, c'est pas si bien que ça finalement. Oh ben c'est ceci, oh, ben, ne vous plaignez plus, hein. Ne vous plaignez plus. Mais en le pire, Mais ça fait partie de la manipulation électorale, c'est-à-dire c'est des cibler algorithmes. des demandes ponctuelles de certains groupes, de certains individus, pour intégrer finalement une réforme dans un programme, pour pouvoir justement les attirer comme des électeurs. Oui, mais c'est les algorithmes qui décident. C'est si on a décidé que ce soit Emmanuel Macron qui doit repasser, ça le fera. Moi, je vais te dire, j'ai des gens de la défense, il y a 3 ans, très bien placés. Hein. Ils m'ont dit, t'inquiète, c'est Macron qui repasse. Et je leur ai dit, je ne suis pas étonnée, mais on verra. Il y a 3 ans, des gens très, très bien placés. Je leur ai dit, on verra. Moi, j'ai écouté et voilà. Et puis, j'ai analysé. Ouais. Et de toute façon, on est encore sur l'effet Dominion et compagnie. Donc, pas forcément, ça passera. On a Donc, Tristan Mendes France qui a fait une émission, comme il fait régulièrement sur le complotisme sur France Inter, qui disait qu'il n'y avait pas, bien sûr, de fraude, qu'il y avait des erreurs techniques, certes, mais que les complotistes étaient moins emparés, je dirais plutôt les chercheurs de vérité, s'étaient moins emparés finalement de cette potentielle fraude en France parce que Marine Le Pen avait accepté le résultat, à la différence de Donald Trump qu'il avait contesté aux États-Unis, et que finalement cet effet de fraude potentielle allait être un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire on n'a pas avoir beaucoup d'effets. A contrario, il me semble qu'il y a une plainte d'un avocat, Maître Carlo Brusa, qui a recueilli près de 6 000 mandats pour déposer plainte justement pour une fraude qui serait liée à ces élections, et notamment à une perte de voix de Marine Le Pen par rapport à Emmanuel Macron, perte de voix qui a été reprise, enfin qui est issue finalement d'un extrait de France Télévisions, je crois, après l'heure de déclaration de la victoire du président français, où on voyait un décompte qui était beaucoup plus élevé pour Marine Le Pen, et enfin beaucoup, quelques milliers de voix plus élevées pour Marine Le Pen par rapport à Emmanuel Macron. Et en fait, ce décompte a été revu à la baisse pour elle et revu à la hausse pour lui. Et ils ont invoqué une erreur technique, alors qu'ils étaient en lien direct finalement, c'est comme ça que le présente le journaliste, en lien direct avec l'Élysée. Et cette plainte porte notamment finalement sur cet écart.
Oui, j'ai trouvé ça excellent. Donc, je crois que c'est une personne que je connais depuis maintenant 6 ans, Mourad El Attab, qui a initié le projet avec Maître Carlo Bouza. Et en effet, il y a plus de 6500 signatures en dernière ligne droite pour le faire destituer. Et je trouve ça excellent. Et il se bat bien, hein, cet avocat. Il se bat très, très bien. Ce qui est très étonnant, c'est que Marine Le Pen est avocate aussi. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'elle ne se soit pas portée, je dirais, au secours de Maître Bouza ou même qu'elle ait attaqué à titre personnel dans son coin. Alors, est-ce qu'elle cherche à collecter des preuves? Mais elle ne l'a pas fait en 2017, alors qu'il y avait la même fraude. Est-ce qu'elle cherche à s'effacer ou à dire de toute façon c'est peine perdue? Ça, j'ai un petit peu du mal à le croire. C'est ce que je disais dans le profilage, c'est qu'elle est mal conseillée, mal entourée et qu'elle a des alliances qui desservent en fait les intérêts de la France. Et je pense que c'est ça le vrai problème. Est-ce qu'elle ne chercherait pas à rembourser sa dette peut-être indirectement seulement? Et qu'on lui ait proposé de la rembourser. Oui, et qu'on lui ait proposé de la rembourser en se couchant derrière. Ouais. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Après, c'est totalement possible. C'est totalement possible dans la mesure. Puis en plus, je crois qu'elle a une petite affaire de corruption ou un truc comme ça qui est sorti. On peut très bien effacer l'ardoise comme ça. Tu te couches et puis voilà. Tout à fait. Ça, je sais qu'elle peut. Dans son profil, c'est possible. Parce qu'elle est mal entourée et parce que soit elle se sent affaiblie, pas assez forte pour. Parce qu'en fait, au fond d'elle, elle pourrait se bagarrer. Mais elle ne se donne pas les moyens ou elle a peur. Il y a beaucoup de peur en elle. Hein. Je réitère, hein, ça c'est lié à son enfance, je le répète. Hein. Je ne sais pas si j'avais dit l'autre fois les peurs, parce que le profilage, moi, ça part en direct et j'évite de trop tout dire. Parce qu'on a du monde en face de nous, on est en public et ça peut être détourné n'importe comment. Mais c'est une femme qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de. Elle est, comment dire, elle a un manque de confiance en elle qui est assez important. Et donc, soit elle ne se sent pas assez forte pour attaquer ou pas assez épaulée. Ça, c'est certain qu'elle n'est pas assez épaulée. Soit elle n'a pas assez confiance en elle. Et moi, je pense que c'est un ensemble de tout. Parce qu'au fond d'elle, ce n'est pas une mauvaise personne. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche vraiment la corruption ou quoi que ce soit, même si elle en croque. Hein. Ça, c'est clair. Mais je veux dire, c'est la moins pire, entre guillemets. Elle est dans les moins pires. Donc, tu te rends compte qu'on en est là pour un pays de dire qu'est-ce qu'on prend de moins pire. Alors qu'il y a des tas de gens de valeur qui pourraient relever le pays. C'est quand même hallucinant d'en arriver là. Tu te rends compte? C'est un truc de folie. Ah oui, c'est un truc de folie, mais tout ça, c'est fait sciemment. En fait, le pouvoir n'attire que, comme disait Ariane Billerand, des profils essentiellement de pervers narcissiques, c'est-à-dire des profils pas très sains finalement pour diriger un pays. On fera un jour une émission, si tu veux, sur la manipulation et le pervers narcissique, comme j'avais fait avec Silvano, mais d'une autre manière, parce que le PN, en fait, c'est un truc fourre-tout. Oui, tout à fait, il y a différents degrés. Il y a un truc pour tout, oui, mais c'est ça, on est là-dessus. On est là-dessus. D'accord. Les derniers points en termes de manipulation, bon, les fraudes, on a très bien compris effectivement qu'il y avait quelque chose qui était en cours et qui n'était pas normal. On verra si ça aboutit ou pas et sous quelle forme. Mais il y avait une remarque intéressante d'André Berkoff qui disait que les sondages, les instituts de sondage étaient en réalité non pas des indicateurs, mais des outils de manipulation pure, en fait, qui servaient une campagne et qui servaient à orienter finalement la population dans son vote, sans qu'elle ne s'en aperçoive plus que ça finalement. Et je trouvais que c'était très juste, effectivement, comme remarque de la et part pas de pour parler ce de journaliste. sondage. C'est tout à fait juste, et pas par les sondages. Je vais te raconter une petite histoire. Enfin, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais étudiante, j'ai fait des études de commerce à Paris. Et quand j'étais étudiante, donc on avait des stages à faire. Et donc, on a eu un stage avec certains de mes camarades étudiants, de sondages à faire dans les rues de Paris. Je crois que c'était un sondage, il était semi-politique en fait, c'était sur des opinions d'idées. Et on nous avait dit, donc c'était à l'INSEE, hein, on nous avait dit, vous allez dans tel quartier à telle heure et vous choisissez tel type de personne. Bon. Je te parle de ça, ça remonte, comme dirait Coluche, puisque tu as commencé là-dessus, ça remonte à mes robes. Donc,
Oui, non, mais ces techniques, ces outils, le commerce est déjà, grâce au marketing, grâce à ce qu'on appelle le nudge, finalement, qui est le nouveau terme qui est lié au marketing, c'est-à-dire à la publicité, sont des outils de manipulation psychologique qui sont basés sur l'émotionnel essentiellement et qui servent les intérêts d'une campagne qu'elle soit électorale ou guerrière, puisque là, on a la chance ou la malchance d'avoir deux campagnes en même temps, une opération spéciale en Russie, qui est une campagne finalement guerrière, et une campagne électorale. Ce sont les mêmes mécanismes psychologiques qui sont utilisés pour amener la population dans un sens ou dans un autre, ce que la majorité ne voit pas, parce qu'ils ne comprennent pas que ce sont les idées qui structurent leur esprit et qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes, mais par rapport aux idées qu'on leur met dans la tête. Parce qu'on leur a fait croire qu'ils étaient souverains, parce qu'on leur a fait croire que leur voix était importante, parce qu'on leur a fait croire que ce qu'ils pensent, que ce qu'ils songent, que ce qu'ils désirent est la priorité de tous ces gens-là. Mais c'est faux. C'est faux. Ils n'en ont rien à faire. En fait, ils vont utiliser ce que vous pouvez, et d'ailleurs, je crois que c'est Coluche qui l'a dit, et c'est vrai, ce que vous pouvez avoir besoin, et ils vont vous apprendre à tout faire pour vous en passer. Et ça, c'est la vérité, c'est exactement ça. C'est que vous avez besoin des 35 heures de repos, de vacances, etc. Ok, on va vous le faire, mais derrière, on va vous demander de travailler quand même un peu plus pour gagner moins, ou on va vous dire de récupérer comme ça, et vous ne gérez pas. Les gens, la France, le modèle des 35 heures, si on prend juste ça, il n'y a que ça en France que ça existe. Hein. Donc, si c'était si bien que ça, je suis désolée, on le trouvera ailleurs. Donc, on va vous imposer des rythmes d'ici et de là, on va vous offrir ceci et cela, mais en réalité, c'est pour mieux vous tenir, ce qu'on disait tout à l'heure, mais surtout, là où on ne vous donnera pas, on vous compensera autrement pour vous dire c'est pour vous apprendre à mieux comprendre que ça, c'est pas possible. En fait, c'est parce qu'on ne veut pas vous donner la liberté. Tout est fait pour nous enchaîner au maximum, au maximum. Et on va vous faire croire que voter va vous autoriser à être libre, souverain, on suivra tout ce que vous désirez, etc. Et il y a des gens qui vont en courant. J'ai des gens qui vont en courant. Mais là, je capte plus là. Je me dis, mais attendez, il vous faut quoi pour comprendre? Ça fait tellement d'années qu'on se fait bananer. Qu'est-ce qu'il vous faut pour comprendre? Ne me dites pas qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui ne vous a pas dit un jour, il y a eu un truc qui est bizarre dans la fraude, etc. Ne me dites pas que vous n'avez pas analysé à un moment donné quelque chose dans votre vie en disant, il avait promis ça aux élections et il ne l'a pas fait. Du reste, je n'ai pas vu le débat, je sais que tu l'as vu. Il paraît qu'il a sorti je ne sais plus combien de mensonges durant le débat. Mais rien que ça devrait vous permettre d'ouvrir les yeux. Non, on y va encore. Parce qu'il n'y a pas que lui qui ment. Et ce système a touché le fond depuis très longtemps. Pourquoi, en comportement, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on va à l'abattoir en allant voter quelque part? On est en dehors de notre souveraineté, de notre liberté, de l'autorisation de se dire je refuse et je réfute ce système définitivement. Je m'en fiche. Je combats pour ça et je ne lâcherai pas parce que je crois en moi, je crois en ce que je veux, je crois en ma vie, et je crois ce qui est bon pour les miens. Et que j'ai testé les votes. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que j'ai testé les votes. Ça n'a pas fonctionné. Donc, très clairement, après, des jeunes qui essayent, je peux comprendre. Des gens qui se battent en se disant on va se battre parce que c'est Marine Le Pen qui. Il y a eu une vraie mobilisation là-dessus. On la comprend, on l'entend. Mais pourquoi on ne met pas toute cette énergie-là pour se sortir de la mouise? Ce qui existe dans d'autres pays, je réitère. Pourquoi on ne met pas cette énergie-là pour se réunir tous les uns les autres avec nos différences, nos confrontations d'idées, nos possibilités de se dire je ne suis pas d'accord, mais on a un fil conducteur, on ne veut plus de ça. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne fait pas des tas de choses qui nous permettent de mettre du temps là-dessus pour notre petit environnement, pour un grand environnement et ainsi de suite? Et déjà de dire non, c'est déjà son propre petit environnement. Protéger déjà son propre environnement. Il y a plein de gens qui font des actions extraordinaires qui protègent leur propre environnement, ce que nous on fait aussi. Et il y en a qui sont totalement anonymes et c'est très bien. Eh bien, petit à petit, on étend comme ça. Et maintenant, à nous de nous réunir. Moi, ce que je reproche beaucoup, j'arrête pas de le dire, et j'étais d'accord parce que tu le dis aussi, c'est qu'on n'est pas assez unis. Et ils font tout pour nous empêcher de nous unir. Il faut nous unir. Parce qu'en nous unissant, on va confronter nos idées et on va en créer d'autres et on va faire des tas de groupes. Enfin, je n'ai pas d'autres mots, mais ce n'est pas très joli comme groupe. Où on va s'échanger les uns les autres et on va construire comme ça.
quelque chose qui nous appartiendra à nous, qui est bon pour nous et pas pour eux. Parce qu'ils s'engraissent tous sur notre dos. Ils utilisent nos vies, nos comportements, tout pour eux, pour leur ego, pour leur pouvoir, pour leurs envies, pour leurs désirs, mais surtout pour jouer contre nous. Parce que c'est un jeu à nous faire du. Là, ils se gossent. C'est encore Dominion et compagnie qui a gagné. Regarde, les gens, ils applaudissent. Parce que les gens qui ont voté pour Macron, figurez-vous d'une chose, c'est qu'ils se moquent de vous bien plus que ceux qui ont voté contre ou qui n'ont pas voté. Dites-vous bien une chose, c'est que vous êtes encore plus le jouet que nous. Vous êtes vraiment des vrais pantins à leurs yeux. Ils disent, il y en a encore qui croient en nous. Ouais, super. Oh là là, et ils croient en nous. Hein. On a quand même réussi ça. Hein. On a peut-être 2, 3, 4%, on n'en sait rien. Mais ils croient encore en nous. Ouais, oh là là, on est bon. Ça nous permet justement de rebondir facilement. Tu nous donnes la bonne transition pour aborder notre troisième partie, qui est celle justement du comportement des électeurs qui sont à la fois qui est pro-Macron et pro-Le Pen. Alors bien sûr, ce n'est pas une analyse qui sera exhaustive, hein, mais c'est simplement pour vous donner des éléments de compréhension, le reflet de leur comportement, le reflet finalement de leur psyché, c'est-à-dire comment ils fonctionnent quand ils croient à des personnages qui leur mentent et qui ne font que leur mentir. Peut-être qu'on pourrait commencer par les électeurs pro-Marine Le Pen, pour être élégant. On va passer Madame en premier, et on finira par M. Macron. Alors, quel profil tu pourrais dire qu'il y a dans les gens, sachant qu'il y a eu un gros report de voix d'individus qui étaient clairement contre Emmanuel Macron, donc qui n'adhéraient pas forcément ni aux valeurs, ni au programme, ni à la personne de Marine Le Pen et qui ont voté malgré tout pour elle. Mais est-ce que tu peux nous donner un tableau, on va dire, d'ensemble des électeurs potentiels pro-Le Pen, qui s'est fortement gauchisé dans son programme? Oui, tu m'avais dit ça l'autre fois, mais comme je ne l'ai pas lu, donc c'est possible. Alors, il y a plusieurs types de profils. Donc déjà, on va reprendre ceux, en effet, qui ont rejoint par dépit et par contradiction envers notre cher président. Je reprends ta phrase. On a ceux qui, en effet, ont voté, je dirais, par dépit pour ne pas faire une V2, une version 2 de ce qui s'est passé en 2017. Tu as ceux qui ont voté en se disant pourquoi pas tester une femme. Tu as ceux qui ont voté aussi pour dire pourquoi ne pas tester le Front, enfin c'est le RN maintenant, c'est plus le Front National, c'est ça, hein, c'est le RN. Oui, le Rassemblement National. Ça m'intéresse tellement peu que voilà. Tu as ces trois catégories globales, parce que ce n'est pas un gros profilage qu'on va faire. Dans ceux qui vont dire et pourquoi pas, mais surtout pas lui. Pour résumer un peu ce que tu disais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui disent on va tester et pourquoi pas elle ou pourquoi pas le RN. C'est que là, on est sur une ouverture d'esprit de se dire après tout, c'est vrai, on n'a jamais testé de ce côté-là. Après tout, on a toujours été dans des environnements gauche-droite, mais pas extrême gauche, pas extrême droite, quoique extrême gauche, si, puisque Mélenchon a fait toujours en général des bons scores. Qui mettent bien en avant que l'extrême gauche ne pose pas de problème en France, alors que l'extrême droite, si. Ça vient de les deux guerres mondiales qu'on a eues avec les Allemands. Ce côté nazisme, ce côté hitlérien, mussolinien, le conditionnement qui est resté dans notre génération, hein, alors que moi, mes grands-parents étaient à cette époque-là, ils sont tous les deux décédés. Et mon grand-père a fait Dachau, hein, j'en avais déjà parlé, sans être juif du reste. Et donc il n'y a plus de grands témoins, si ce n'est sur le calendrier, les jours fériés de ces deux grandes guerres. Donc on n'a pas autour de nous de gens qui peuvent nous dire j'ai fait des camps ou j'ai combattu les Allemands ou j'étais collabo. Enfin, en général, ils ne disaient pas qu'ils étaient collabo. Hein. Mais voilà, on n'a pas vraiment, on n'a plus vraiment ça dans nos vies aujourd'hui. Donc c'est assez étonnant que ce soit encore ancré. Mais quelque part, non, parce que je dis souvent dans notre métier, dès la naissance, on porte déjà un schéma de famille, une culture de famille, et ainsi de suite, déjà dans le ventre de la mère.
on porte tout ça et il faut le nettoyer et le lisser. Donc, ça reste ancré encore aujourd'hui dans les générations de cette notion de nazisme et fascisme, alors qu'on ne voit pas d'autres nazismes et fascismes, parce que je suis désolée, Emmanuel Macron est un vrai dictateur. Il a un côté, je l'ai dit, hein, pire qu'Hitler pour moi, hein, dans certains comportements, qui fait qu'on met une étiquette à Marine Le Pen d'extrémiste, qu'on a déjà quelqu'un en place qui Parce est qu'elle hérite l'arrière. du nom de son père, finalement, et donc de l'image Oui, qu'il a renvoyée, alors que lui, on ne connaît pas trop son passé, il vient de nulle part. Et du coup, il bénéficie, on va dire, de la nouveauté comme un produit neuf. On sait que la majorité des gens aiment les innovations et qu'ils sont souvent oui, séduits non, par ça. parce Et que donc, ils quand ont on joué regarde, là-dessus. je suis d'accord avec toi, mais oui, non, parce que quand on regarde les vrais premiers chiffres qui ont été analysés sur l'élection de 2017, il n'a même pas fait 2%. Emmanuel Macron, il faut quand même le savoir. Il y a des vidéos qui ont tourné là-dessus qui ont été très bien faites par des pros où ils ont annoncé, ils ont mis que c'était moins de 2% d'après leurs analyses et toutes corroborent. Et là, on arrive à 2, 1, enfin, c'est autour de 2%. Donc la nouveauté, en France, en général, on ne l'aime pas. On n'aime pas changer en France. On aime essayer de voir cette nouveauté, mais il ne faut pas que ça nous bouge nos habitudes. Ça, c'est le français. Enfin, moi, je ne suis pas concernée, mais en général, le français, il est comme ça. Donc là, c'est pour ça que c'est intéressant de dire on va oser. Et ce fait de oser, c'est de dire à moindre mal du choix, pourquoi pas elle? Donc, ça veut dire qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait en se disant pourquoi pas sur une autre personne qui pourrait peut-être répondre à un ensemble de nos demandes, ou en tout cas la tester pour voir ce que ça peut donner. Et ça ne peut pas être pire que l'autre. Ça, c'est sûr que ça ne peut pas être pire que l'autre. De toute façon, ça, c'est certain. Le pourquoi pas elle, c'était un petit peu justement le profil d'une Miss France, je crois. J'avais vu une vidéo tournée, une Miss France qui est chroniqueuse chez Hanouna, TPMP, et qui avait pris position en disant que pourquoi pas une femme au pouvoir. Elle était plutôt contre, du coup, Emmanuel Macron. Elle n'était pas spécialement, enfin, du moins dans ses propos, pro-Marine Le Pen, mais elle s'est très rapidement pris un tollé sur les réseaux sociaux par certains qui l'ont accusé de tous les noms parce qu'elle politisait un petit peu le débat et que apparemment elle aurait été virée, elle devait faire l'émission Fort Boyard, ils l'ont virée parce que elle aurait voté pour Marine Le Pen. Donc voilà, ça va loin finalement dans le délire, ces individus qui veulent faire un barrage à une forme de croyance idéologique alors que leur propre croyance idéologique est souvent pire. Ça va très loin finalement dans ce que ça reflète, les attaques envers cette demoiselle qui avait pris position dans l'émission, donnant simplement son opinion en disant moi j'ai envie de tester une femme. Ça pourrait dire que ça pourrait être plus équilibré, plus juste peut-être. Enfin, elle, du moins, j'avais l'impression qu'elle prononçait comme ça. Je n'ai pas vu l'émission dans son entièreté, mais ça reflète un peu ce que tu dis sur ce profil d'individus qui sont dans le pourquoi pas tenter. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis choquée de voir que, mais pas étonnée, qu'on se soit pris à elle et qu'on l'ait bloquée. Ce qui prouve bien la dictature dont je parlais, qu'on n'a pas le droit d'exprimer dans le pays des droits de l'homme ses opinions. Bon, on l'a vu, on a assez de preuves. Hein. Toi et moi, déjà, on était suivis sur YouTube et combien d'autres. On l'a vu partout, donc bon, voilà. Mais c'est une preuve de plus, s'il en fallait une de plus. Et je suis choquée parce qu'elle a le droit de dire ce qu'elle veut et que la scudée derrière, sous prétexte qu'elle a osé émettre une opinion, qui était peut-être qu'une opinion du reste. Bon, en même temps, quelque part, ça donne des leçons et c'est son chemin de vie par rapport à ça. Mais c'est cette notion d'oser, moi, qui m'intéresse beaucoup, dans l'ouverture d'esprit comportemental des gens, de dire on est prêt à faire autre chose, mais découvrir autre chose, qui peut être contre Macron aussi, mais dans mon sens de dire voilà, pourquoi pas aller vers le Front National et pourquoi pas aller vers une femme en plus. Et je réitère que tous les dom-toms, je crois que c'est aussi Mayotte, Guyane, etc., l'ont bien montré, l'ont bien prouvé qu'ils cherchent justement à se sortir de cela. En même temps, ils ont beaucoup souffert de ce que Emmanuel Macron a fait. Il ne faut pas oublier les bagarres qu'il y a eu quand même au Dom-Tom. Et on l'a bien ressenti au niveau du vote. Donc ça, c'est une bonne chose. Apparemment, là-dessus, il n'a pas dû avoir la main pour pouvoir dire ces élections-là. Je crois que ça a été une surprise. À mon avis, ça a dû être une surprise pour eux.
parce que ça vote toujours à gauche de ce côté-là. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire, oui. Donc, Au du premier coup, tour, ils ont voté à gauche. ouais. Et au deuxième tour, justement, ils ont une forme d'intelligence, j'allais dire intuitive, hein, beaucoup plus marquée finalement que les gens de la métropole, parce qu'ils ont voté à gauche au premier tour et au deuxième tour, ils ont dit non, lui, on veut s'en débarrasser. Maintenant, on a compris l'arnaque Ouais. et on veut dire stop. Et c'est là où, à mon avis, ils n'ont pas mis Dominion. Et c'est pour ça que les chiffres des dom-tom, à mon avis, en France, en métropole, pardon, on doit être pas loin des chiffres similaires, mais plutôt pas 60, mais je dirais autour de 55. À mon avis, Marine Le Pen est passée autour de 55. Parce que, voire plus, hein, peut-être, je ne sais pas, mais parce que là, quand on voit ça, c'est là où ils ont dû se dire, zut, on n'a pas maîtrisé ça, donc ils ont dû mettre un peu plus de paquets pour combler ces manques-là en métropole. Et bravo, hein, bravo à tous ces gens qui ont eu cet éveil-là et cette intelligence de dire, je laisse mon ego de côté, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut considérer dans ces votes-là. C'est je laisse mon ego de côté, je ne m'occupe pas et du père Le Pen et de Marine Le Pen et de ce qu'on dit en termes de racisme, en gros, toutes ces choses-là, parce qu'il y a quand même des gens qui sont de couleur, entre guillemets, ce qu'on dit, j'ai horreur de ce mot-là, mais désolé, enfin, mes amis, je vous embrasse, parce que j'aime pas dire ça, je déteste ce mot, mais qui pourrait être encore plus manipulé par le système pour dire, vous voyez, si vous votez Marine Le Pen, elle va s'en prendre à vous, alors que c'est absolument faux. Mmh. Donc, ils ont eu en plus cette intelligence qui est encore plus importante que la remise en question en se disant on va tenter et oser quelque chose, c'est qu'on va aussi laisser l'ego de côté et on va aller vers elle. Et là, je dis chapeau. Là, je dis vraiment chapeau parce que ça, c'est un énorme espoir pour se dire l'éveil, c'est une forme d'éveil. Et là, les gens ont compris, ils commencent à comprendre, ils commencent à y aller, ils commencent à se remettre en question, ils commencent à se poser des questions. Et troisième point, ils sont loin de la métropole. Donc souvent, ils votent en fonction de leur état de vie, de ce qui se passe, tout ça, mais sans se rendre compte qu'en métropole, c'est totalement différent. Notre vie métropole et insulaire est complètement différente. La Guyane n'est pas insulaire, mais c'est complètement différent. Et donc, du coup, ils se rendent compte que là, finalement, ils ont mis en exergue leur vécu avec Macron dans leur environnement à eux. Et c'est génial, c'est juste génial. C'est pour ça que je voulais faire un zoom là-dessus, parce que pour moi, c'est très, très important de mettre en avant quelques traits de caractère comportementaux que ces premiers votes ont indiqué et qui montrent un espoir énorme en termes d'éveil. Il ne faut surtout pas qu'ils se découragent, parce que de toute façon, c'est les algorithmes qui ont décidé. Mais par contre, ils ont mis un sacré pied de nez aux algorithmes. Et là, chapeau. Les algorithmes ne s'attendaient certainement pas à ça. Donc Dominion et compagnie. Et donc, du coup, ça a dû derrière batailler pour que les chiffres soient encore plus avantageux. Donc, vraiment, vraiment bravo. Bravo à eux et à avoir eu ce switch et cette intelligence, ces intelligences même, plus proches de l'humain et de l'amour. Moi, personnellement, chapeau. Chapeau bas. J'ai pas mal de contacts dans tous ces endroits-là. Et je ne l'aurais pas dit, mais parce qu'on va s'appeler, j'ai pas eu le temps, etc. Mais chapeau, vraiment chapeau à tous. Et même ceux que je ne connais pas, surtout ceux que je ne connais pas aussi. Ça, c'est pour le premier point. Maintenant, ceux qui ont voté Marine Le Pen et qui ont l'habitude de voter Marine Le Pen, donc là, on est sur un électorat. Un vote d'adhésion. Alors, un vote d'adhésion, tout à fait, et je dirais assez classique en termes de profil. Ce sont souvent des conservateurs. C'est-à-dire, je veux ma France comme avant, je veux ma France aux Français, je veux ma France avec mon patrimoine, je veux ma France comme on l'a toujours connue autrefois, avec ce côté très conservateur, très patrie, très culture, parfois raciste, pas toujours. Tous les votants MLP ne sont pas tous des racistes. Et elle traîne certains du père, où là, il y a plus de gens racistes à ce niveau-là. En termes de casserole parce qu'elle représente le père et c'est pour ça aussi qu'elle ne coupe pas le cordon. C'est une des raisons qui fait qu'elle ne coupe pas le cordon, c'est qu'elle a peur de perdre cet électorat-là. Elle a du mal à créer son identité et à le faire à cause de cela. Donc du coup, elle jongle sur les deux. Ça, c'est pas très... C'est pas... Du reste, j'ai cru voir passer une photo, mais arrête-moi si je me suis trompée.
où il y a eu un bisou entre le père et la fille lors d'un rassemblement ou quelque chose comme ça. Le père est venu sur ces élections-là. Tu n'as pas vu passer ça? Je n'ai pas vu. Donc, c'est possible, effectivement. Bon, après, Je me suis peut-être trompée, hein, mais j'ai cru voir, donc mea culpa si je me suis trompée. Mais en tout cas, le père est encore présent et un peu trop présent. Elle n'arrive pas à faire son identité. Ensuite, dans ces profils-là un peu différents, donc moi je vais occulter la partie raciste, parce que bon, là, des gens assez fermés, des gens qui considèrent que on ne peut pas accepter d'autres cultures, et ainsi de suite. Alors, mon opinion personnelle est qu'on peut accepter tout le monde à condition qu'on respecte notre culture déjà en priorité, parce que si on détruit les cultures, il n'y en aura plus après. Et que les gens s'insèrent, ce qui n'exclut pas qu'ils puissent pratiquer encore leur culture, mais sans imposer la leur. Parce que si on l'impose, ben c'est pas bon. J'ai vécu à l'étranger, je ne me suis jamais autorisée à imposer ma culture. Il y a des choses qui me manquaient, il y a des choses qui me frustraient, il y a des choses qui me blessaient, mais ben, j'ai respecté. Même si parfois j'essayais de dire c'est peut-être pas très cool, je respectais. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut vivre intelligemment les uns les autres. C'est mon opinion. Ça n'engage que moi, c'est mon opinion. Donc ça veut dire qu'il y a la place pour tout le monde. Moi, je suis pour qu'on enlève les frontières, mais toujours dans cette notion de respect. Les gens ne sont pas aussi belligérants qu'on le croit. Il n'y a pas autant de gens belligérants qu'on le croit. S'il y avait moins de pauvreté, s'il y avait moins de confrontations que l'on veut faire, comme là pour les élections, pour dire qu'il faut se péter le nez les uns les autres, il y aurait nettement moins de conflits, mais vraiment nettement moins. Parce que les gens ont toujours un peu d'amour en eux. Il suffit de développer. Donc ça, j'y crois dur comme fer. Et moi, ça ne me dérange pas personnellement qu'il y ait des étrangers en France. Ce qui me dérange, c'est qu'ils salissent la France, qu'ils embêtent la France, qu'ils critiquent la France, qu'ils ne s'insèrent pas et qu'ils imposent tout ce qu'ils sont. Donc ça, je dis non, parce qu'on ne le fait pas chez eux et on n'aura pas à le faire chez eux. Donc ça, c'est le premier point. Donc sur cette partie-là, je l'occulte. Je l'occulte, la partie raciste. Je vais plutôt rester sur cette partie du reste de personnes. Donc il va y avoir là aussi dans les adhérents, il va y avoir ceux qui vont adhérer parce que c'est une femme qui se bat depuis longtemps et qui a toujours été un peu comme Poulidor, le numéro 2. C'est le poupou de la politique. Marine Le Pen, moi je trouve. Enfin, c'est mon opinion encore une fois. Mais voilà. Et que c'est une des seules femmes qui fédère vraiment et qui tient la route dans les femmes qui se sont présentées en politique. Elle a de la bouteille, elle a du coffre, c'est une avocate, elle a un charisme, elle a un physique, elle fait mère, on voit que c'est une maman. Et ça, les gens ont besoin d'une maman ou d'un papa pour relever le pays, mais paternaliste dans le sens propre du terme. Et elle a quelque chose, en fait, qui fait qu'elle est rassurante. Enfin, bon, je parle en tant que profiler aussi, parce qu'elle ne rassure pas tout le monde, mais c'est le profiler qui parle. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont allés adhérer à ce niveau-là pour cela. Qui ont compris que ce n'était pas un parti raciste en soi, même s'il en reste encore une fois une partie. Et il y a ceux qui disent, je veux garder ma France. Je veux garder ma France, il y a trop d'étrangers. Il y a trop de dérives, les dérives sur l'humain déjà. Accepter le côté transgenre, accepter de développer... en fait, en gros, aujourd'hui, hétérosexuels, parents, comment dire, couple non mixte, etc., on n'est pas normal, entre guillemets. Mais un couple mixte peut très bien parfaitement comprendre un couple non mixte, et ainsi de suite, et inversement. Ce n'est pas parce qu'on est mixte qu'on est raciste. Tu vois ce que je veux dire? C'est un blanc qui sort avec un blanc, ce n'est pas parce qu'ils sont comme ça qu'ils sont racistes. Mais c'est tout juste si on n'est pas normal aujourd'hui d'être comme ça. Donc ça, il y a des gens qui sont frustrés de ça. Il faut reconnaître que c'est frustrant, parce que le peu de fois que je regarde la télé pour voir un film ou des émissions intéressantes sur la nature, culture, enfin bref, tu as des publicités des fois où tu te dis, mais je ne sais plus où je suis là, en gros, je ne sais plus où je suis. Des fois, ils se sautent dessus, c'est tout juste s'ils ne font pas l'amour en plein écran. Ouais, c'est choquant. Moi, personnellement, je suis choquée. Il n'y a pas comment dire, ça dépasse un peu tout entendement, il n'y a plus de respect de l'humain, etc. Et ça, c'est le vote MLP. Ça, c'est le vote MLP. Et ça se comprend, parce qu'il y a eu trop de dérives sur l'humain. Il n'y a plus de place de l'humain dans notre société, et il y a une destruction de notre société qui on fait tout et n'importe quoi. Une démoralisation de la société.
Voilà, exactement, tu as trouvé le mot. À l'école également, on insère tout petit des autorisations enfin, tout ce qui est lié à la sexualité qui est monstrueux, hein. C'est très dangereux, hein, ce qui se passe, hein. On l'accepte, des choses qui sont autour de un mot que je ne peux pas dire, mais qui commence par P et qui se commence par I, qui finit par I, je vous laisse deviner. Euh, donc toutes ces dérives-là, la justice qui est injuste, de toute façon, ça, elle est elle-même, la justice, ça on le sait. La façon dont on a traité les Gilets jaunes aussi, mais ça va vers d'autres voies, parce que MNP, on a récupéré aussi un petit peu, ou c'est parce que c'est lié à la justice en soi, ou c'est pas juste. Donc on est vraiment sur un environnement de personnes qui veulent quelque chose de droit, qui veulent revenir à des choses qui sont plus concises, plus précises, comme autrefois, comme on dirait en allemand, in Ordnung, donc en ordre. J'aime bien le mot en allemand qui se traduit en français en ordre, mais qui est plus fort en allemand, in Ordnung. Donc ça, c'est le côté, on rentre dans les rails, on se remet bien dans la droiture, dans le respect, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit lissé, il faut que ce soit juste, qu'on puisse travailler correctement, qu'on ne vienne pas nous enquiquiner, qu'on ne nous prenne pas ce qui nous appartient, qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on est des malades parce qu'on est blanc, qu'on n'arrête pas de dire qu'on est raciste parce qu'il n'y a pas assez de noirs dans notre famille. C'est faux, tout ça c'est faux. Donc voilà, en gros c'est ça le profil des électeurs de Marine Le Pen. Voilà. Donc c'est très vaste en fait. On n'a pas une caste de typologie, comment on appelle ça, de métier, de région, de portefeuille, de culture, d'éducation. C'est très vaste parce que il y a des gens de toute origine qui vont vers elle. Il n'y a pas uniquement des soi-disant racistes blancs, je dirais même peut-être blonds aux yeux bleus, hein, des Ariens, quoi. C'est pas du tout ça. C'est des gens qui en ont marre de ce système et qui veulent vraiment retrouver quelque chose où ils se sentent chez eux, la vieille France d'autrefois. Voilà en gros, globalement. D'accord. On ne peut pas dire que, par exemple, c'est lié un peu plus à la ruralité, les électeurs de Marine Le Pen, puisque les gens qui sont davantage en campagne ou dans des petites villes, souvent, ont des perspectives beaucoup plus conservatrices, je dirais, ou une vision beaucoup plus conservatrice que ce qu'on peut appeler les bourgeois des grandes villes. Alors oui et non. C'est vrai qu'à mon avis, il y en a plus là, parce qu'en plus, il y a un manque d'ouverture d'esprit de l'acceptation de l'autre, et on revient là à la notion d'intégration de la culture différente. Et ce n'est pas uniquement une culture étrangère, hein, ça peut être d'une autre région. Il y a des régions, va dans le Loiret pour t'insérer, accroche-toi. Hein. Je veux dire tout de suite, dans le Loiret, alors là, raciste de chez raciste. Et pas tous, hein, attention, je fais une globalité, une généralité, c'est pas la peine de m'écrire pour me dire derrière, je suis du Loiret et moi je suis pas raciste. Ben, bravo, vous n'êtes pas dans la généralité. Arrêtez avec ça parce que c'est saoulant, quoi, en fait. On fait un global, hein, je réitère. Voilà. Donc il y a des régions comme ça qui sont très fermées, très frustrantes en termes d'intégration. Tu en as d'autres, pas du tout. Donc, c'est pour ça que ça dépend de la ruralité. Tu vois, des zones touristiques là, où je vis, moi, personnellement, bah, forcément, c'est beaucoup plus ouvert. Après, pour s'y intégrer, c'est peut-être différent. En tout cas, c'est ce que je constate. Dans les villes, non, parce que dans les villes, ben, tu as quand même des zones aussi où il y en a marre de débordements. Les gens en ont marre de l'incivisme, notamment, où on sent une mixité culturelle, mais qui ne s'intègre pas, qui ne s'insère pas parce que ça a été fait pour. Je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on ait... je pense qu'il y a plus de ruralité, mais je pense que l'écart s'est diminué au fil des années. Je pense. Je n'ai pas sincèrement de retour, mais je réfléchis par rapport à même mes propres contacts en profilage. Je me dis, mes clients, mes contacts qui vivent entre villes et pas villes, qu'est-ce qu'ils pourraient voter et de ce que j'ai observé, j'aurais tendance à te dire que l'écart a diminué entre les deux zones. D'accord, entre ruralité et ville. Ce qui a été remarqué, c'était que essentiellement les gens qui ont voté pour Marine Le Pen étaient davantage situés dans la tranche d'âge des 25, 55, 60 ans, et que ceux qui ont voté pour Marine Le Pen, pardonnez-moi, pour Emmanuel Macron, c'était les jeunes, les très jeunes,
18-25 ans, ou 18, on va dire un peu plus, 18, entre 25 et 30, et les retraités. Beaucoup de personnes âgées ont voté pour, pour Emmanuel Macron. Pourquoi? Peut-être parce que l'impression de cette crise, la peur autour de cette crise et le fait qu'il ait tenu la barque malgré la tempête pour certains, qui ne voient pas en fait l'instrumentalisation de celle-ci. Mais bon, c'est les statistiques qui ressortaient un petit peu sur la division de l'électorat. En profilage, je ne pourrais pas trop te répondre parce que, si tu veux, le profil d'une personne n'est pas lié forcément à l'âge. On peut dire Ouais, l'âge, par exemple, tout à sur les fait. affaires criminelles ou sur les affaires de recrutement, des trucs comme ça. Quand je vois des éléments profil, je peux dire cette personne à peu près est dans cette tranche d'âge. Oui, mais quand j'ai des éléments profil, moi je les ai trouvés, les éléments profil, j'ai analysé une pièce, j'ai analysé la victime quand c'était sur les affaires criminelles, ou j'ai analysé l'environnement de l'entreprise, etc. Et je peux dire, voilà, on est là. Mais dans l'autre sens, non, parce que tu as des gens qui, à 10 ans, sont matures, et tu as des gens à 70 ans qui sont toujours enfants. Tu vois, donc on a tous une forme d'enfantillage en nous. Heureusement, il faut garder ce côté enfant en nous, qui est ce côté de fraîcheur, ce côté pureté, ce côté un peu, entre guillemets, naïf. J'aime pas ce mot-là, mais tu sais, un mot on a un peu ce côté un peu désaxé qui permet de dire je fais un peu tout et n'importe quoi quelque temps, ça fait du bien. À tous les âges, on peut faire ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir la sagesse, la maturité et ainsi de suite et de la développer, mais tu as des gens qui vont être sages ou mûrs beaucoup plus tôt, d'autres beaucoup plus tard, d'autres jamais. Donc, sur ces tranches d'âge, je ne pourrais pas te répondre là-dessus parce que je ne dispose pas d'assez d'éléments. Mais j'aurais tendance à dire concernant Emmanuel Macron qu'il y a plus de chances qu'il y ait de jeunes qui aient voté pour lui que de plus anciens, même s'il y a certainement des âgés, mais je vais y revenir après, les personnes âgées, parce qu'il utilise déjà les réseaux sociaux adéquats. Et que les jeunes sont déjà dessus, que MLP ne va pas du tout utiliser, enfin, si elle les a sûrement utilisées, mais je ne regarde pas. Mais encore une fois, c'est aussi la notion de mère. C'est une mère, donc les gens, il faut avoir conscience d'une mère ou d'avoir envie d'avoir une mère pour chef d'entreprise de la France, on va dire. Mais avoir un jeune qui, soi-disant, a géré le pays et qui utilise les réseaux sociaux et qui est vachement moderne sur TikTok et qui se fait des photos à la fausse mannequin, je ne sais pas quoi, dernièrement, là, comme on a vu, avec la barbe qui pousse et le t-shirt avec la capuche, à la Ziva. Donc, non, là, ça attire forcément plus les jeunes. Des gens comme nous, ça nous repousse plutôt qu'autre chose. Ça fait tout le contraire. C'est quelque chose, j'ai une expression de dégoût, là, désolée. Je l'ai vu en me regardant. Mais oui, c'est du dégoût que j'ai, en effet, je reconnais, j'assume. Voilà. Donc c'est comment dire, une possibilité, mais sur laquelle je ne peux pas travailler. Telle quelle, je ne peux pas. Ça nous permet de rebondir ou de développer un peu plus peut-être justement le profil des électeurs pro-Macron, sans rentrer trop dans les détails. Justement, quel type de profil ils ont? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que ce sont essentiellement soit des boomers, c'est-à-dire ce qu'on appelle des retraités qui se sont fait plaisir et qui souhaitent conserver finalement leur patrimoine, puisque c'est un petit peu cet électorat, et à la fois aussi des jeunes qui sont dans la logique des technologies modernes, des réseaux sociaux, comme tu venais de l'évoquer, des startups, de la Startup Nation, de l'entrepreneuriat, pour ne pas dire presque parfois de l'entrepreneuriat aveugle. Quels sont les profils finalement de ces individus? Alors, les deux cas, ce que tu viens de citer, c'est juste. Il y a la notion du jeune qui dit c'est chouette d'avoir un jeune, c'est rigolo, c'est sympa, le mec il maîtrise, il parle bien anglais, voilà, des petites choses comme ça. Il a un look sympa, il fait des photos différentes, machin. Donc, globalement, eux, ça sont des gens, je vais appeler matérialistes. Oui. Qui sont dans le digital, dans je veux tout de suite en un clic, pas vraiment axés sur la spiritualité, sur l'amour, sur les valeurs, des valeurs essentielles et simples de la vie. Je suis plutôt à la one again, quoi. Ouais, c'est cool, c'est bon. Donc, je pense majoritairement injecté. On est plus sur cette profil-là. Et les boomers, à la BHL, hein, à tous Ils sont aussi matérialistes, hein, finalement. oui, mais pas les mêmes.
C'est pas les Très mêmes parce bien. que les jeunes vont courir après le matériel. Il faut que je réussisse, il faut que j'ai ma Rolex Oui. à 40 ans, mais pas 50, tu vois. On va être plus sur ce profil-là. Et alors que les BHL, ils sont assis. Les BHL, les 500 artistes qui ont signé, là, artistes. Alors là, je vais faire un aparté. Moi, je suis désolée, mais quand on est. Enfin, j'ai vu vite fait un Charlotte Gainsbourg. Là, c'est pas toi qui me l'as envoyé d'ailleurs. Des États-Unis où elle dit qu'elle a vécu sous Trump et tout, c'était l'enfer. Bon, écoutez, j'ai plein de clients aux États-Unis. Pour eux, c'est Biden l'enfer. Je vous dis, des amis et des clients aux États-Unis. Hein. Donc, je vous dis tout de suite, je ne sais pas où elle a vécu. Peut-être qu'elle a été en tôle. On ne sait pas, on n'est pas au courant après tout. Je crois Peut-être qu'elle qu'il a habitait à critiqué New Trump. York. Et à New York, pourtant, c'est un maire démocrate. Vous êtes Et donc, un maire qui a été très restrictif par rapport à la crise et aux bon, crises voilà. pendant. Donc moi, là, je ne comprends pas. Mais bon, en même temps, je n'ai jamais pu l'encaisser, celle-là. Je le dis franchement. Actrice, bonne actrice, je ne sais pas où. Et son QI est très peu développé. Hein. En termes d'intelligence, cette femme-là, il faudrait qu'elle se greffe, hein, parce que ça ne va pas le faire. Donc voilà, donc ça, c'est des boomers pour moi. C'est ça, des boomers pour moi. C'est ce genre de Elle, profil. elle est jeune. Les boomers, c'est Peut-être, davantage plus. peut-être, mais pour moi, elle a l'esprit du boomer. C'est le monde bisounours. Il faut que j'ai ceci, cela. Il ne faut pas toucher mon univers. De temps à autre, je te donne là. Je n'en ai rien à foutre des autres et je me la pète. Et tout mon environnement va bien comme ça. Et il ne faut pas toucher à ma bulle. Pour moi, c'est l'esprit boomer. C'est ça. Et je ne crois pas que ce soit lié uniquement à un âge, en fait. Je sais qu'on l'a mis dans un âge, hein, j'entends bien. Mais pour moi, ce n'est pas ça. C'est tu ne touches pas ma petite vie, ça va bien comme ça. Et je fais mes petites œuvres de temps à autre, mais moi, j'ai tout ce qu'il faut. Et tout va bien et tout est normal. Et rien n'a changé et rien ne changera. Donc, bon, Mais il y a une clé importante que tu as donnée, effectivement, et la chaîne La Vérité en Marche analyse souvent la période actuelle sous le prisme du spirituel. Donc, je vais me permettre de rebondir là-dessus, où tu disais effectivement que ce soit les jeunes, les start-upers ou les boomers, ils sont dans cette dimension matérialiste. Et en fait, on se rend compte que souvent, ils sont animés finalement par, j'allais dire, par aucune idéologie, puisque le matérialiste, c'est celui qui s'inscrit par défaut dans une logique sociétale sans se poser la question de ce que peut être le spirituel ou la spiritualité en dehors de toute forme de religion. La religion est un moyen d'accès à la spiritualité, mais la spiritualité est beaucoup plus large. Elle englobe l'ensemble des religions. Et donc, c'est finalement cette non-compréhension, j'allais dire, de ces deux prismes, celui du matérialisme, qui considère l'individu, on va dire, comme une ressource, tout simplement. ouais. Et donc, eux, ils s'inscrivent là-dedans. Et finalement, le spirituel, qui considère l'individu comme un être sacré, un esprit qui est incarné dans un corps, un esprit immortel, immatériel qui est incarné dans un corps, alors que le matérialiste pense que il n'y a pas d'esprit incarné, que c'est juste l'âme, c'est juste des fonctions végétatives du corps. Et en fait, eux, c'est par défaut. Ils ont ce logiciel intellectuel par défaut et ils n'arrivent pas à essayer de s'interroger sur l'autre partie. Et ça, c'est une clé, à mon avis, très importante, effectivement, dans le profilage de ces gens qui se rejoignent toujours, presque toujours, puisque d'un point de vue idéologie, il n'y en a que deux, en fait, philosophies. Soit on est matérialiste, soit on est spirituel. Et les trois quarts qui ne s'intéressent pas, qui ne comprennent pas, sont matérialistes. Et c'est leur erreur. Tu fais très bien de le rappeler, c'est exactement ça. J'ajouterais une chose, c'est que l'âme, pour eux, c'est un détail. L'âme et la conscience, c'est un détail. C'est moins important que d'acheter une télévision. C'est moins important de se payer des vacances sur un yacht. Et c'est ça la course qu'ils ont. La course, c'est je veux réussir, mais pour eux, réussir, c'est d'avoir de l'argent et tout se payer. Oui, c'est une course à la jouissance, en fait. C'est ce qu'on appelle l'hédonisme, d'un point de vue Oui. philosophique, c'est-à-dire simplement vivre pour les plaisirs de la chair, les plaisirs du quotidien, les plaisirs voilà, aveugles. C'est-à-dire c'est une accumulation de plaisirs, à la différence du bonheur qui est autre chose, une autre notion, mais qu'on ne va pas développer même. Alors que l'amour en soi et l'âme et la conscience réellement intégrées en soi, bien développées en soi, est un bien meilleur plaisir. Tout ça, c'est de bien meilleurs plaisirs. On a des plaisirs qui sont beaucoup plus profonds, beaucoup plus forts et qui ne demandent aucune énergie, rien du tout. On n'a pas à courir, on n'a rien à faire. C'est ça, ils passent à côté de ça, mais ils ne sont pas capables.
pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas capables de travailler dessus. Si dans leur profil, ça ne matche pas, et je vais t'ajouter un truc que moi j'ai observé, c'est que les injections ont changé beaucoup de comportements. J'avais fait une vidéo en septembre dernier, humblement, en disant, voilà, j'ai quelques éléments à vous donner, mais je n'en donnerai pas tout. Mais depuis, j'ai beaucoup observé, et j'ai beaucoup discuté avec des clients notamment, dont des clients psy ou médecins, et je les en remercie, ou thérapeutes, les trois, on s'échange nos retours, et on a observé les comportements de personnes injectées, pas tous, hein, attention, pas tous. En même temps, chaque injection est plus ou moins différente, c'est ça la loterie. Roulette russe, par laquelle toi? Oh, j'ai super, jackpot, j'ai tout dedans. Tu vois le truc, quoi, c'est n'importe quoi. Bref, eh bien, ces personnes-là, il y a certaines personnes, et ce n'est pas uniquement lié au profil non plus, qui perdent complètement contrôle, ou pas complètement, mais qui ont une perte de contrôle, de discernement, et je dirais même de présence dans notre environnement. C'est effarant. Je vais te citer un exemple, c'est que il y a des gens qui n'arrivent plus à partager, à échanger d'une manière ou d'une autre. Ils n'y arrivent plus. Ils ne savent pas faire. Ils coupent court. Tu en as qui se fichent de tout. Tu vas dire, ouais, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est creux, en gros. Il y a pas de... tout ça, on est autour du discernement, de l'analyse, de la réflexion, de la remise en question, même de la créativité, de dire, tiens, hein, pourquoi il dit ça? Je vais chercher. Il n'y a plus tout ça. Et je pense qu'il y a un lien sur certains votes. J'assume mes propos. J'assume mes propos. Et j'aimerais bien qu'on travaille dessus parce que je ne sais pas comment faire du reste, mais qu'il y a un lien entre certains votes et l'injection. Et là, pour le coup, on sait que ça va du côté de Macron. C'est-à-dire qu'il y a un lien, en tout cas, entre la crise, ça c'est sûr, et donc l'injection et le vote pour Emmanuel. Ça, on est d'accord. Mais qui est plus lié à une forme de peur, à une forme d'irrationalité, à une forme de non-compréhension des enjeux que le produit en lui-même, bien que le produit en lui-même doit partir. Oui. Justement, moi, je parle du produit. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais moi, je pousse la réflexion plus loin. Je parle du produit. Parce qu'on a trop de comportements qui sont lobotomisés. J'environne dans ce mot-là. On en a beaucoup trop. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Il faut qu'on en parle. J'ai pas assez de recul, j'ai pas assez de retour, mais c'est quand même assez inquiétant, pour ne pas dire très inquiétant. Et je parle de lobotomie dans le sens de la prise de position, dans le sens des actes, dans le sens de réflexion, dans le sens de discernement, d'analyse, de tout ce que tu veux. C'est figé, buté, c'est assez effarant, vraiment. Et très, très inquiétant. Et je pense tout simplement, et je assume mes propos, sans avoir de preuves pour le moment, mais je fais une corrélation, et si je me suis trompée, hein, je n'hésiterai pas à le dire, comme d'habitude, je le dis toujours, je réitère, qu'il y a, à mon sens, un lien entre certains votes de personnes injectées avec Macron. Et des boomers pourraient parfaitement en faire partie, parce qu'en plus, le profil il est favorable. Il est très même favorable. Mais ça, c'est quelque chose qui est quasi impossible à prouver. Parce qu'il faudrait faire une étude poussée, c'est compliqué. Non, il faudrait. Parce qu'il aurait fallu avoir l'État avant et l'État après, finalement. Donc, on ne peut pas savoir. Il y a une notion d'évolution par rapport à l'injection. Étant donné qu'on n'a pas pris de point de référence avant, c'est très compliqué à essayer de prouver ça. Par rapport à l'injection, mais on pourrait le prouver encore maintenant, c'est si, d'abord, il y a des gens autour qui vont écouter cette vidéo, qui vont nous faire des retours, premièrement. Deuxièmement, il y a, et on verra, deuxièmement, si on prend maintenant un panel de personnes qui ont voté pour Macron, on fait l'analyse, et on prend un gros panel, hein, on ne fait pas un sondage à l'INSEE, on prend 5 à 10 000 personnes, et là, on analyse là-dessus, et on voit, parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des chiffres qui sont tombés juste après les élections. Êtes-vous satisfait de l'élection de Macron? 83% des personnes ont dit non. On va en parler après dans la dernière partie, justement. Okay, oui, pas de souci. J'anticipe. Donc là, déjà, rien que ça, c'est intéressant. Donc, c'est dire, ah ben non, je ne vais pas voter Macron. Tu es sûr que tu n'as pas voté Macron? Voilà, par exemple.
Bon, c'est ça ou là-dessus. Donc, j'ai en effet de la réserve, on n'a pas assez de recul, mais j'ai vu trop de choses qui m'autorisent à dire ça. Et je ne dis pas que c'est un gros panel. Je ne dis pas que c'est un gros panel non plus. Donc, je l'intègre parce que je veux l'intégrer. Puis après, ça n'engage que moi, ça ne t'engage pas toi, juste. Oui, bien sûr. Ensuite, dans les votants du squatteur de l'Élysée, hein, parce qu'il squatte bien quand même, avec son mari, on a des profils plutôt de gens qui sont vraiment dans le sérail. C'est-à-dire, j'ai suivi tel cursus, j'ai fait tel cursus, je suis dans tel boulot, tout va bien, etc. La vie, c'est comme ça, on doit tous faire ça. J'ai tout réussi, j'ai bien fermé la clé de la maison à clé, j'ai bien acheté mon SUV avec ma batterie électrique qui pollue bien, mais j'en suis pas conscient. J'ai bien acheté mon Coca-Cola, mon Nutella et mon Buitoni et mon Kinder. J'ai bien mis l'enfant à la crèche. Je lui ai bien acheté des petits bateaux en vêtements. Moi, je m'habille bien en Nike et je sais pas quoi, ou en Hugo Boss et compagnie. Donc, je suis bien dans les rails. Impeccable. Je suis Macron. Là, tu vois, ça, c'est le système éducatif de gens qui ont bien suivi tout le moule, qui sont dans le moule. Ça, c'est le profil à Macron. C'est le moule de chez moule. Et tu as une petite partie, à mon sens, de ce que je vais appeler les bluffeurs. Les opportunistes, les bluffeurs. Moi, je l'appelle bluffeur. Je ne l'appellerai pas opportuniste, je t'expliquerai pourquoi. C'est un genre d'esprit Chicli, Gérard Chicli, qui était celui qui a créé l'arnaque au président. C'est sur un malentendu, je vais miser parce que le mec, il est bon, il a réussi 5 ans. Il a tenu 5 ans avec ses conneries. Je vais voir s'il remet 5 ans. Allez, je mise. C'est pour ça que je l'appelle bluffeur. Et je pense qu'il y a des gens qui ont fait ça. Ils vont se dire, attends, le mec est trop fort. C'est un bon à rien. Il a foutu la France dans un état lamentable. Mais il est encore là. Personne ne l'a dézingué. Allez, je rejoue. Et ça, je pense qu'il y en a qui l'ont fait. Ouais, alors là, ça concernerait beaucoup plus finalement des gens, j'allais dire, aisés, qui ont tout intérêt finalement à remiser dessus et à prendre conscience, parce qu'il faut déjà avoir une certaine prise de conscience, une certaine culture pour comprendre que il a mis la France à feu et à sang, qu'il la dépouille clairement de l'intérieur, et qu'en plus on veut par cynisme continuer à miser un peu sur lui parce que malgré tout on peut y gagner, quoi. Des gens aisés, pas forcément, mais des gens qui se disent j'ai pas envie de voter pour l'autre, ça m'intéresse pas. Je suis pas pro-Macron, mais le mec, chapeau, quoi. Parce qu'il faut reconnaître quand même. Attends, il nous en a remis une couche. Merci de millions encore une fois et compagnie, mais franchement, c'est fort. Qui pourrait faire autant? C'est fort. Dans une forme de perversion, de cynisme, c'est très fort, ça c'est sûr. C'est terrible même. Je veux dire, tellement certains ne s'en rendent pas compte. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, donc ça, je pense qu'il y en a eu qui ont dû se dire, bon, non, l'autre, ça ne m'intéresse pas. Le mec, là, c'est un sacré joker. Vachement bien, il a tenu 5 ans avec tout ce qu'il a pris. Le mec, il est costaud, quoi. Il est balèze. Non, attends, il faut le garder, il est balèze. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens un peu aisés, en effet, qui là-dedans, mais pas que. C'est pour ça que j'appelle bluffeur, c'est le bluffeur. Je résume ça dans ce mot-là parce que je me dis, moi, je vois bien des gens faire ça. Alors après, tu vas les lobotomiser d'esprit, mais qui ne sont pas forcément, qui peuvent être picousés ou pas, mais qui n'ont pas d'impact avec les picousés, qui sont ceux qui suivent bien aussi un certain système et qui ne veulent pas d'histoire, pas de vague. Tu vois, genre, non, mais il est là, il a quand même fait ça, c'est quand même pas si mal, de toute façon, c'est une raciste, on s'en fout, machin. Allez, on va voter encore pour lui, après tout, il connaît la maison. Il y a ça aussi. Je vois bien dans des profils de type fonctionnaire, dans des profils de Madame Michu, excusez-moi pour Madame Michu, mais bon, il y en a, il en faut. Hein. Et bon, je sais pas quoi, c'est pouf, pouf, voilà. Et puis, je prends lui, hein, ça fait 5 ans qu'il est là. Donc, on ne va pas voter l'autre, on ne la connaît pas, on ne sait pas ce que ça va donner. Le père, on n'est pas terrible. Je vois bien ça. Donc, en gros, ce n'est pas des profils très… Si tu veux, sur le profil de Marine Le Pen, le profil générique de Marine Le Pen, tu vas avoir des gens qui ont des convictions, qui ont des valeurs, qui ont une certaine recherche, qui sont parfois étroits d'esprit, mais pas toujours. Mais en tout cas, qui sont plus centrés sur l'humain, voire la spiritualité. Voir. Parce qu'on ne parle pas des
abstentionniste. Je suis arrivée. mais il peut y avoir plein de profils aussi pour les abstentionnistes. Et pour Macron, on va être plus sur des gens obtus, matérialistes, digitaux, considérant croquer la vie à pleines dents de profiter de tout et de rien. Mais en fait, ils ne profitent pas. Genre, je vais en vacances au Club Med, je ne sais pas où. Alors, tu as visité quoi? Bah ouais, on a fait un tour en autocar et tout, mais on s'est surtout éclaté. On a fait du jet ski, on a fait du parapente, on a fait je ne sais pas quoi. On s'est éclaté, on a bu tous les soirs. Ça. Ok, mais tu as vu quoi du pays? Bah attends, c'est vachement beau, entre l'hôtel et l'aéroport, c'est vachement bien. On a fait une petite excursion, mais par contre, on s'est éclaté, on s'est éclaté. On s'est, bah oui, vous êtes éclaté, mais éclaté en quoi? Voilà, donc voilà, c'est ce type de profil-là. Ah ouais, mais c'est comme ça que tout le monde fait, donc c'est pas pire. On a pris les bouchons, tout, parce que tout le monde prend les bouchons. Et c'est vraiment le but du haut. Moi, j'appelle ça. Et c'est des gens qui se croient très intelligents, qui sont souvent, d'ailleurs, beaucoup de diplômes, hein, souvent ces gens-là. Et en fait, ils sont très limités intellectuellement, extrêmement limités. Ils n'ont pas ouvert d'autres univers. Donc voilà. Et puis, je dirais, les pourcentages plus faibles de injection à mettre avec un point d'interrogation, et aussi le côté bluffeur qui peut représenter quand même un certain nombre de voix passives, peut-être 1% quand même, mais c'est intéressant de dire, voilà, on a des gens qui vont se dire, ouais, le mec, chapeau, allez, je mise sur une élection quand même. Je pense qu'on en a toujours eu, mais je pense qu'il y en a eu peut-être un peu plus. D'accord. Bon, évidemment, il y aura aussi les anti-Le Pen qui auront voté. On n'a pas parlé. Oui, évidemment. Donc ça, c'est ceux qui sont dans l'image du racisme du père, ou qui ne peuvent pas encadrer sa figure, ou qui ont lu quelque chose dans le programme qui ne leur convient pas. Et notamment, peu ou mal politisés. Tu m'as dit qu'elle s'est gauchisée, moi, je n'ai pas vu. Donc, et notamment, intégrer le fait qu'elle se soit gauchisée, qui pourrait avoir joué en sa défaveur, en effet. D'accord. Merci pour cette petite synthèse, justement, d'avoir repris les deux profilages des différents électeurs. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble sur cette fin de troisième partie. On va donc pouvoir aborder notre quatrième partie sur l'avenir. C'est quoi la suite? Comment finalement anticiper? On utilise souvent l'expression prévenir, c'est guérir. Il est peut-être donc ici question d'anticipation et de voir ce qui va arriver à court terme et à moyen terme. Ce qui arrive le plus proche, ce sont les législatives. On est conscient, comme tu disais tout à l'heure, justement, très justement, qu'il y a, selon un sondage de CNews, je crois, qui est un média plutôt classé à droite, 83% des Français sont déçus du fait que Emmanuel Macron soit à nouveau président. Et selon un autre sondage, je crois qui est plutôt un sondage, si je ne dis pas de bêtises, de France Inter, qui dit que 64% ne veulent pas qu'il ait une majorité législative. Alors, à court terme, quelle est la suite? D'abord, par rapport finalement à ces législatives, et après, je vais dire à moyen terme, voire à long terme, pour pouvoir supporter ce nouveau quinquennat. Bon, alors, ce 83% n'est pas congruent avec la victoire, je crois, écroisante, je ne sais plus combien il a fait, mais plus de 50% du squatter de l'Élysée. Donc déjà, là, il y a quelque chose qui ne matche pas. Premier point. Donc, il faudrait qu'on explique. Parce que ça ne va pas, quoi. Pourquoi il est passé? Qui a voté? Comment? Ça ne matche pas. Ça reste un sondage, on est d'accord, mais quand même. Moi, personnellement, depuis qu'il est passé, donc, les gens, les clients, ou faire les courses, n'importe quoi, on croise plein de gens. Et j'aime bien discuter avec les gens. Et oh là là, mauvaise nouvelle, il est repassé. Machin. Bref, je n'en ai pas entendu un seul qui était content. Bon, je n'ai pas vu toute la terre non plus. Donc voilà. Mais habituellement, les gens restent entre deux, ou ils se disent oh non, ça va, ou voilà. Enfin, mais là, on sent plutôt une gronde, une vraie gronde. Et des choses que j'entends aussi, c'est que ça se saurait si la picouse elle faisait des effets, parce qu'en fait, elle ne fait pas d'effet. Les gens picousent et glissent. Donc, j'aurais tendance à dire que ce serait intéressant de creuser ces 83%. Premier point. Il y a l'action de Maître Breza en cours, à voir ce que ça va donner derrière. Je cite parce qu'il y a des choses importantes, à mon avis, qui vont se passer derrière. Il y a les législatives, en effet, qui vont arriver. Bon, je ne crois pas qu'ils vont ranger de l'union d'ici là. Et en plus, c'est facile de créer des alliances puisqu'ils sont tous maqués les uns les autres.
Donc, c'est en gros, tu votes pour un tel, un tel, un tel, parce qu'il n'acceptera pas une. Comment on appelle ça? Tu sais, quand la majorité n'est pas de ton côté, là. Je ne sais plus, on a connu ça plusieurs fois en France. Une cohabitation. Voilà, une cohabitation. Ce n'est pas du tout dans son profil. Alors ça ne passera pas. Parce que c'est un homme conflictuel et il déteste qu'on le remette en question, il déteste qu'on le critique et il déteste qu'on ne dise pas les choses comme elles doivent être. Ou faire comme lui, il a décidé, ou plutôt comme on le lui a dicté. Parce que ce n'est qu'un pion qui a été mis là et rien d'autre. Donc, du coup, ça va friter grave. Donc, tout sera fait pour qu'il n'y ait pas cohabitation. Donc, de fait, je doute qu'aux législatives, les élections soient favorables à l'opposition. J'en doute sincèrement. On sait que Mélenchon a appelé les Français à essayer de le faire élire Premier ministre, sous-entendu lui donner suffisamment de voix aux législatives pour finalement pour pouvoir instaurer cette cohabitation. C'est bien, parce que ça voudrait dire que Mélenchon s'occupait de Macron. Donc, ça veut dire que Mélenchon et Macron, ils ne feront qu'un. Donc, il n'y aura pas de confrontation. Je doute qu'il y ait une réelle confrontation. Tellement, enfin, on a pu voir dans le précédent quinquennat qu'en réalité, il était critique quand il n'était pas là et qu'il se couchait très facilement lorsqu'il l'avait en face. Et connaissant l'extrémisme un petit peu de Mélenchon sur certains aspects, et probablement sur son profilage, que tu as déjà expliqué, sa dimension, son ego, j'ai du mal à croire même si on avait une cohabitation d'apparence, j'ai du mal à croire qu'ils n'iraient pas dans le même sens, les deux. En fait, Mélenchon, il va l'acheter. Tout simplement. C'est-à-dire que Mélenchon, il fait une grande gueule, comme ça, devant tout le monde. Les gens, ils disent, ah non, Mélenchon est super, je ne suis pas d'accord. J'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec le profilage que j'avais fait sur Mélenchon. Pas de problème, moi, j'ai aucun problème avec ça. Rappelle-moi pour qui il a dit qu'il fallait voter au deuxième tour. Il ne l'a pas dit franchement, mais il a dit de faire barrage en tout cas, ça c'est sûr. Bon, alors, donc si je m'étais trompée, il n'aurait pas dit ça. Hein, donc, s'il était loyal envers la France, il n'aurait jamais dit ça. À la limite, tu te tais. Tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent et tu te tais, mais tu ne prends pas position d'une manière ou d'une autre. On est d'accord. Bon, donc s'il devient Premier ministre, alors déjà, c'est une belle catastrophe, mais ça sera rigolo. Ensuite, Macron aurait drôlement baissé en garde quelque part, parce que Mélenchon, j'ai du mal à le voir Premier ministre, honnêtement, mais pourquoi pas. Et troisièmement, ce sera une cohabitation parfaite, parce que Macron aura toujours le moyen de le faire taire. Même si l'autre il ouvre sa bouche, il aura toujours le moyen de le faire taire. Il aura toujours le moyen de le contrôler d'une manière ou d'une autre. Donc ça fonctionnera dans le sens où c'est comme si tout était dans le même univers de Macron. Et c'est ce que je pense qu'il va arriver. Moi. Je ne sais pas si ce sera Mélenchon ou un autre, mais c'est ce que je pense qui va arriver. C'est qu'en fait, ça va être fluide. Vous voyez, on a assis les élections d'Emmanuel Macron. Il a quartier libre, tout est dans son sens, tout va très bien. Et pof, passe sanitaire et compagnie. On a vu des billets passer où apparemment le 9 août, c'est déjà rétabli. Donc, il y a un livre sur Macron apparemment qui vient de sortir sur son deuxième quinquennat. Tout est écrit. Ce qui est le choix difficile, le choix, on pourrait dire, cornélien, c'est que la majorité des partis traditionnels, que ce soit LR, les Républicains ou le Parti socialiste, vont s'associer par opportunisme à Emmanuel Macron, puisque clairement, il n'existe quasiment plus. Il y a une refonte des partis. On se doute finalement que les insoumis vont également faire de même. Le choix est assez mince finalement pour avoir une véritable opposition à l'Assemblée et pour ne pas donner une majorité à Emmanuel Macron, une majorité législative. Et donc, ça ne pourrait être finalement qu'une espèce d'alliance entre Éric Zemmour et Marine Le Pen et ce qu'on pourrait appeler la divers droite, c'est-à-dire ceux qui sont à droite mais qui ne sont pas dans les partis républicains ou autres, qui pourraient être les seuls, entre guillemets, à faire une petite opposition de façade. Parce que j'ai du mal à croire que les autres, finalement, fassent une réelle opposition.
s'il y en aura une, on pourra, dans l'hémicycle, comme il y en a toujours, dans cette pièce de théâtre. Oui, voilà. Tu l'as tout dit. Mais au final, une vraie opposition idéologique sur le fond, je n'y crois pas trop. Non, puis elle n'existe déjà pas, puisqu'on reste encore dans un ancien système où, comme tu l'as dit, par tradition, on fait. Mais cette tradition nous a tués et nous a montré que ça ne marche pas et ça ne fonctionne plus. Et c'est là-dessus que va surfer Emmanuel Macron. Et tu vas voir qu'aux législatives, à mon avis, je peux me tromper. Enfin, je ne me suis pas trompée pour les présidentielles déjà, et je ne suis pas très douée en politique, mais à mon avis, on va avoir une belle alliance, un bon concordat, un bon consortium qui va faire qu'il aura libre cours de faire ce qu'il veut. Et puis, dès que les législatives sont finies, on va prendre cher. Là, on va prendre cher. Très, très cher. Donc du coup, Oui. moi, je pense que ça va se passer comme ça. Donc, les gens attendent pour les législatives pour faire barrage. Bah, écoutez, vous allez remettre la même énergie, vous allez refaire exactement la même chose pour les présidentielles. Allez-y, on verra. Je peux me tromper après tout. Mais j'y crois pas, parce que Dominion, il ne va pas être rangé au placard. Et puis surtout, il n'y aura pas besoin de beaucoup de millions parce qu'il suffit d'appeler les députés, les machins, les trucs. Bon, toi, tu as telle casserole, donc tu votes pour moi. Toi, tu te démerdes, machin, etc. Ou tu me fais ci, ou tu me fais ça. C'est comme ça que ça marche. C'est pas autrement. C'est pas autrement. Oui, c'est du réseautage avant tout. De toute façon, ça, on le sait et on le sent. Mais par-delà ce réseautage, est-ce que les Français, tout le monde joue au réseautage? C'est un peu le jeu, on va dire, entre guillemets, de la vie. C'est-à-dire ça fonctionne essentiellement en réseau. Sauf qu'ils n'ont pas compris que lorsque ça devait concerner un pays et la gestion d'un pays, en fait, il fallait savoir passer outre ces petits réseaux personnels pour un intérêt qui était beaucoup plus grand. Un intérêt finalement d'une nation qui transcende les intérêts particuliers et les petits réseaux. C'est être patriote. C'est-à-dire que d'abord les intérêts de la patrie avant les siens, et donc d'être capable de dire non à des personnes que l'on aime parce que ça n'est pas dans les intérêts de la patrie. Ça s'appelle être patriote. Alors là, les patriotes aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça. Enfin, en tout cas, ceux qui sont en ligne de mire, il n'y en a pas tant que ça. D'accord. Donc, on pourrait dire simplement pour les législatives, faites le bon choix, mais vous savez que la majorité des partis vont vous trahir, en grande majorité, et que bon, il n'y aura pas d'opposition réelle, ce sera essentiellement une opposition de façade pour pouvoir continuer à avancer leur agenda de contrôle. Est-ce qu'on peut donner pour après législative, justement, il risque d'y avoir un pack législatif pendant l'été, un pack assez important, justement, à mon avis, dans lequel ils vont anticiper d'essayer peut-être de remettre le pass, peut-être de faire la réforme des retraites, peut-être de faire différentes réformes qui vont essayer de passer en fourre-tout pendant l'été, là où il risque d'y avoir le moins de manifestations. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens finalement pour aller à l'opposé, j'allais dire, du système dans lequel ils veulent nous amener? Là, très clairement, je crains qu'on aille vers un gros soulèvement qui, d'ailleurs, c'est une chose dont on parle tous les deux et on a publié sur VK, sur notre VK, pour masquer un éventuel gros soulèvement qui pourrait être ailleurs, parce qu'en fait, ils cherchent à faire la guerre en Ukraine, quoi qu'il arrive, pour masquer les problèmes en France. Et c'est une façon de dire aussi derrière, il y a pire que nos problèmes en France, il y a l'Ukraine. Je crains qu'on utilise des jokers, entre guillemets, pour faire passer en force certaines choses, voire les déstructurer, comme les retraites, c'est un sujet très sensible et débile d'ailleurs, enfin bref, parce que c'est faux, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses, on fait croire tout un ensemble de choses pour plus payer les retraités, tout ça, mais c'est juste débile, hein. C'est juste des mensonges, ils n'ont qu'à pas piquer dans les caisses déjà, ce serait pas mal. Et donc comment dire, encore une fois, c'est noyer le poisson, mais ce sera encore plus gros que d'habitude. Ils ont fait très gros, hein, mais bon. Harari disait plus c'est gros, plus ça passe. Voilà. Là, je pense qu'ils ont fait très gros, ils continuent. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que la personne qui est en charge de faire la réforme des retraites est une ancienne de chez McKinsey. De toute façon, ils sont partout, hein. Donc, il y a une espèce de provocation
Et je vais dire, Antoine dire, Nathalie, ils sont bons chez McKinsey. Hein. Ça, c'est un peu un cynisme à l'extrême. La fille de Schwab, je crois qu'elle est aussi de chez McKinsey. Donc, ils sont tous, hein, donc on n'entend que parler que de ça en ce moment. Mais oui, c'est de la provocation, mais ils le font exprès parce qu'ils se disent, vous voyez, regardez, les résistants, parce que j'aime pas le mot complotiste, les résistants, on dit plein de trucs, tu le mets sous le nez, il n'y a personne qui réagit. Parce que ce n'est pas en manifestant dans la rue que ça va fonctionner. C'est en agissant. Et c'est là où je dis il va y avoir des soulèvements. Pour moi, là, parce que les gens sont à bout, ils ne remettront pas une V3. Ça va être les 3e vacances qui vont bloquer. Ça ne passera pas. Parce qu'à mon avis, on va être vraiment dans la mouise. Quand on regarde le prix des courses, le prix du carburant, c'est effarant. Effarant. Mais pas dans tous les pays. Pas dans tous les pays. C'est là où je dis qu'il faut apprendre d'autres langues et comprendre les autres langues pour s'instruire. Ce n'est pas comme ça partout. Comme en Espagne, par exemple, ce n'est pas ça. Donc, alors peut-être pas toutes les zones d'Espagne, hein, j'ai eu que quelques zones, mais c'est effarant. J'ai fait mes courses hier, hein, donc je viens de m'installer, hein, vous voyez, le fond a changé, donc je suis enfin chez moi. Donc, j'ai eu des choses à remplir et j'ai fait quelques magasins différents. Eh bien, il y a dans les supermarchés, le rayon, par exemple, de l'huile d'olive, des trucs comme ça, vide, de chez vide. Parce qu'ils ont quand même un gros truc. C'est pas là que je l'ai acheté de toute façon et c'est pas là que je me sers de toute façon pour ça, mais j'ai passé devant et je l'ai vu. Et il y avait 3-4 clients qui étaient là en train de se dire, mais je prends quoi? Il restait 4 bouteilles qui se battaient en duel. Je prends quoi? Ça me fait rire, ça aussi, mais tu prends celle qui reste. Je veux dire, c'est assez rigolo, mais bon, bref. Dans d'autres endroits où j'ai fait mes courses, de l'huile d'olive, il y en avait plein. Et il y a une vraie peur qui est encore alimentée, mise dessus, et les gens, ils se ruent dessus, ils y vont. Bon, il est possible qu'on ait une pénurie, mais plus par la bêtise que par autre chose. Par contre, on tolère encore, rappelons le combat des Gilets jaunes à l'origine, on tolère encore que ce carburant soit si cher. Si on n'agit pas, rien ne se fera. Et il y a plusieurs façons d'agir. Il y a agir dans le sens acte du terme, donc il y a des tas d'actions que l'on peut faire. Tout ce qui entrave à notre vie, à notre liberté, on le fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est bon énergétique, de construire de demain, même si on ne sait pas comment ce sera fait. Ce qu'on sait, c'est qu'on veut plus ce qu'il y a aujourd'hui. Donc déjà, c'est un bon début. On veut aller vers une autonomie, on veut aller vers une souveraineté, développer les spiritualités, développer forcément l'amour, l'âme et compagnie. Eh bien, on y va. Et on met en place ça. Cas un cas, on ne sait pas trop, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, on s'est trompé. Ben oui, il y aura tout ça, évidemment. Mais c'est ça qui est formidable, c'est un challenge. Vous dites, on va construire quelque chose. Où, quoi, comment? C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on y aille. Même si on se trompe, même si on a fait des bêtises, même si finalement on a commencé un truc, mais finalement ça ne peut pas marcher maintenant, on revient en arrière. Même si ça c'est super, on trace, mais on oublie. C'est pas grave, on y va. C'est ça qui est le plus important. Ça demande de l'énergie, ça demande du courage, ça demande de la volonté. Ça, c'est clair. Mais quel challenge? Quel challenge? Enfin, je veux dire, pour les scientifiques, c'est toujours de la découverte, toujours de la nouveauté, toujours, donc ce n'est pas un problème. Pour des gens, non, ça change ma vie, qu'est-ce que je vais faire, par quel bout je vais prendre, et puis est-ce que je vais réussir et tout. Mais de toute façon, si tu n'as pas essayé, tu ne sauras pas si tu vas réussir. C'est ça le truc. Mais de l'énergie sur tout ce qui est pourri en ce moment, ça, c'est de leur donner à eux, mais pas à nous pour demain. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on fédère. C'est pour ça que je dis, commencer déjà par chez soi, de commencer après autour de chez soi et rayonner, rayonner. Et ce n'est pas forcément géographiquement, c'est aussi dans l'intention de toutes les personnes qu'on a autour de nous. Comme par exemple, pour moi, le coaching, ou les formations, et l'enseignement, ou simplement les amis, la famille. Bon, j'ai pas une grande famille, donc ça va assez vite, mais c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est pas grand-chose, mais ça fait des petits après, et ainsi de suite. Et c'est ça qu'il faut, à mon sens, faire, c'est vers quoi on va, et déjà soi pour soi, et continuer le combat, quelle que soit la forme que l'on applique. Moi, c'est par rapport au profilage, des années et des années à avoir été scudé, bloqué, tout ce qu'on veut, eh bien, j'apporte ce que je peux en fonction de ce que j'ai. Je ne peux pas tout dire tout de suite parce que c'est un métier qui est sensible et qui exige parfois de la confidentialité sur certains dossiers qui vont se révéler d'une manière ou d'une autre tôt ou tard.
Mais je suis là, toi aussi, par rapport à toutes les émissions que tu fais, par rapport à ton propre savoir, est-ce que tu apportes dans l'éveil aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si les gens n'ont pas cette audience, entre guillemets, ou cette façon de parler publiquement, ce qu'ils font chez eux, c'est suffisant. Il y a des clients qui me disent, je veux faire quelque chose. Commencez déjà par être vous centré, travailler sur vous. Plus vous travaillez sur vous, de bien vous centrer, de bien vous aligner, ainsi de suite, et plus vous allez rayonner. Ah ouais, mais vous croyez qu'il faut faire un coaching? Il y en a un qui m'a écrit l'autre fois, un coaching, c'est New Age. Ah ouais, d'accord. Non, tu vois le niveau. Tu vois le niveau. C'est un nouveau terme pour dire connaissance de soi, en fait. C'est-à-dire, on accompagne les gens à mieux se connaître et à mieux se développer. Voilà. Moi, j'aime pas le mot coaching, mais c'est un mot qu'on m'a donné, donc je l'ai laissé parce que ça parle aux gens. Mais il y a des tas de coachs C'est qui du sont... développement personnel, c'est voilà, C'est ça. C'est de tout, c'est travailler sur soi. Bon, chacun a plus ou moins ses spécificités. Et moi, je fais du nettoyage, des programmations, enfin, voilà, et révéler les potentiels. Et ça fonctionne très bien, on a des résultats très bien. Après, il y a d'autres coachs qui, en effet, peuvent être des coachs qui ont besoin encore d'apprendre pour s'améliorer et ainsi de suite. On a de toute façon tous besoin d'apprendre et de s'améliorer, mais il y a d'autres coachs qui travaillent aussi très bien. Et quand on me dit que du coaching, c'est du New Age, bon voilà, quand on entend ça, là, tu te dis, on a encore du taf, quoi. Encore du taf. Parce qu'en France, on a tendance à dire aussi, ah non, il ne faut pas de psy et pas de coach. Bon, le psy, c'est un peu manipulatoire. Et tous les psys ne sont pas comme ça, hein, mais il y a quand même un système qui est un peu cloisonné. Mais tu veux planter tes tomates, il faut travailler la terre. Mais concrètement, en fait, c'est ça. En fait, ce qu'il faut faire pour après, c'est investir sur soi. Donc, c'est-à-dire s'ouvrir d'abord, sur soi, sur le développement de son âme, s'ouvrir, ouvrir sa pensée, son ouverture d'esprit. Ça peut être par la lecture, en faisant un coaching, en ayant recours à un psy juste, c'est-à-dire qu'il y a une bonne école de pensée. Ça peut être comme par exemple Ariane Bilran, qui est docteur en psychopathologie et qui est assez juste aussi dans son analyse. Et en même temps, j'allais dire, retrouver une forme d'autonomie sur le concret, sur le terrain, comme tu disais, c'est-à-dire essayer le plus possible de... Alors, c'est difficile de devenir totalement autonome en légumes, en fruits, mais c'est-à-dire commencer à refaire un jardin, à essayer d'avoir sa propre eau, soit quelque chose qui récolte les eaux de pluie, si on est en appartement, si on a un balcon, soit s'équiper finalement pour aller le plus possible vers le fait de retrouver son autonomie et sa souveraineté finalement, intérieure et extérieure. Avant, donc, en effet, c'est déjà de se donner les moyens de dire comment je peux faire pour améliorer tout ça. Ce n'est pas toujours évident parce que ça peut être un problème financier, ça peut être un problème de temps, ça peut être plein de choses. Mais si on a cette volonté-là, à partir du moment où on travaille sur soi, en effet, il y a tout un ensemble. Il y a des thérapeutes aussi, on a oublié les bons thérapeutes également. Il y a donc tout un tas de personnes qui c'est parce que tu as faim. Vu l'heure, ça peut être ça. C'est possible. Donc, quand on regarde, en fait, c'est de se dire déjà, faire un centrage sur soi, de dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je sens qui ne va pas, qu'est-ce qui ne correspond pas. Ensuite, c'est de se dire vers quoi j'ai envie d'aller pour m'améliorer. Donc, tu as cité tout un ensemble de choses. Vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est le quoi d'abord, ce n'est pas le qui, c'est le quoi. C'est ce que je veux plonger dans la lecture. Est-ce que je veux faire appel à quelqu'un pour faire un travail sur moi? Est-ce que je veux m'isoler et me centrer et ainsi de suite? Et une fois qu'on a fait ça, c'est de voir si ça suffit. Parce qu'en général, ça ne suffit pas. Et donc de dire, je fais appel à qui? C'est là où on fait appel à qui? Et donc là, il faut se sentir en phase avec la personne. Il faut se dire là, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de travailler parce qu'elle me parle, ça vibre en moi, ça me plaît. Voilà. Et en effet, il y a quelques personnes qui sont douées dans ces domaines-là. Mais il y a des environnements où il faut être prudent parce que le comportemental, c'est un environnement qui est beaucoup plus ouvert et fermé. Et la psy, malheureusement, non. Mais tous les psys ne sont pas comme ça. Tu fais bien de le rappeler en citant cette personne. Mais il y en a d'autres, hein, j'en connais quelques-uns aussi, j'en ai même des clients. Et parce que la psy, en fait, en gros, a été un peu inventée. Je sais que je vais me faire des ennemis, mais tant pis, je le dis et je le redis, plus pour manipuler et encarquer les gens. Donc, c'est ça le truc, c'est de se dire que plus je suis moi alignée et plus je serai fort pour tout faire. Et moins je m'aligne
Et moi, je fais des choses, ok, je fais des trucs bien, etc. Mais ça ne va pas assez décupler et ça ne va pas assez se développer. Et ça se voit bien, en fait, à un moment donné, c'est quand vous voyez que tout coule. Quand tout coule dans votre vie, c'est que l'alignement, il est bon. Si tout ne coule pas, c'est qu'il y a des choses qu'il faut voir. Alors attention, c'est jamais du 100% comme du zéro, ça n'existe pas. Mais il faut se donner les moyens de se dire, je dois faire quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je voudrais faire quelque chose. Oui, mais vous faites déjà. Oui, mais je ne fais pas assez. Ils ne sont pas bien en eux. Donc, s'ils ne sont pas bien, évidemment que ce ne sera pas assez. Donc, ils sont frustrés, mais ça ne rayonne pas suffisamment. Et en France, on a un peu de problème à investir sur soi, à tort. Ça, c'est dommage. Il faut vraiment investir sur soi. Et la lecture, c'est bien aussi, mais la lecture, il faut... En fait, je suis moi-même, j'ai écrit des livres, je ne me prétends pas écrivain ou auteur, mais j'ai écrit des livres. Et je les ai toujours écrits, je vous fais partager mon expérience, en fait, ce que vous voulez. Je les ai toujours écrits dans un but pédagogique et de me dire derrière, j'ai une personne en face qui veut apprendre quelque chose. Mais plus pour faire réfléchir, plus dans le but d'aller au-delà de ce que moi-même je vous ai apporté et de ce que j'ai essayé d'éveiller en vous. Et je l'ai vu dans des commentaires, ça a marché visiblement, notamment sur le profilage historique de Napoléon Bonaparte. Je l'ai vu là-dessus, on m'a dit, écoutez, on n'aimait pas forcément Napoléon, ou on aimait Napoléon, peu importe, mais vous nous avez fait réfléchir sur les vérités de l'histoire, ça nous a interpellés et du coup, ça nous remet en question sur quelque chose. Et ça, j'adore. Ça, j'adore parce que je me dis, voilà, ils ne prennent pas tout pour argent comptant, ils se sont instruits, point barre, mais derrière, ça a déclenché des choses pour qu'ils aillent plus loin sur ce sujet-là ou d'autres. Et c'est ça le but. Moi, c'est ça, pour moi, la lecture, c'est ça qu'il faut en puiser comme essence. Je prends des trucs, mais surtout pas pour argent comptant ou acquis. Il n'y a rien de plus insupportable que des personnes qui passent leur temps à dire « j'ai lu ça, c'est comme ça ». C'est pas vrai. Le savoir de l'un n'est pas celui de l'autre. Et chaque profil est unique. Tout à fait. Qui correspond à l'un ne correspond pas aux autres. C'est en soi qu'on doit trouver ça. Donc l'instruction est une chose, c'est très bien, mais on s'instruit aussi en étant dans la nature, on s'instruit en plantant des tomates, ce que vous voulez. Je dis ça parce que je vais y aller après moi. Je vous fais partager un bout de ma vie privée, mais voilà, j'ai hâte, je peux dire que j'ai hâte. C'est pas que je m'ennuie avec vous, hein, toi ou les autres, mais je porte aussi la terre. Il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé et les tomates, elles m'attendent. Mais bref, non, mais sérieusement, on a tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça. On apprend aussi à planter dans la terre, on apprend à s'occuper d'un arbre, on apprend à prendre sa pelouse, on apprend à écouter les oiseaux, on apprend à marcher et à sentir le vent et ainsi de suite. C'est de l'instruction. On a simplement oublié de dire que ça fait partie de l'instruction. Mais l'instruction, c'est aussi d'être entre nous tous et s'échanger, quelles que soient nos opinions. C'est de l'instruction. L'intelligence, les intelligences, parce qu'on en a des milliers, c'est de dire je reçois l'information même si je ne suis pas d'accord. Et après, on verra ce que j'en fais, tout de suite ou plus tard. Parce que j'accepte et je respecte l'autre dans son opinion, comme il doit me respecter et accepter. Et si on arrive à faire tout ça, là, si on arrive à aller dans ce sens-là, plus personne de ces pourritures n'auront de prise sur nous. Pour moi, ça fait partie des choses que l'on doit avoir pour construire cet aujourd'hui et demain. À mon sens, c'est ça qu'on doit faire. Et n'oubliez pas, pour revenir sur les livres, tant de livres ont été détruits, détournés et galvaudés, qui sont certainement ceux qui auraient été les plus essentiels à lire. Ah oui, souvent les livres justement qu'on ne met pas trop en avant sur le rayon sont souvent ceux qui sont, enfin pas tous bien sûr, mais j'allais dire qui sont quand même souvent plus intéressants pour remettre en question. Moi, en tant qu'auteur, j'ai un éditeur et l'autre c'est Amazon. Parce qu'il m'a scrappé parce que je disais des vérités et qu'on lui a dit de me scraper. Donc, la ligne éditoriale a une ligne de conduite. Il y a très peu d'éditeurs qui sont libres, en gros. Il y en a très, très peu. Et c'est décidé, c'est pipé comme les prix et tout ça. Donc, dans les librairies, tu ne vois que ce qui est dans le système et dans les publicités. Je t'explique le process puisque ça fait des années que je publie. Et il y a je vais citer un exemple, il y a un libraire l'autre fois qui m'a contacté pour son client qui demandait donc, le profilage historique, mais qui est sur Amazon uniquement. Et ce libraire s'offusquait que je ne sois pas dans le système. En gros. Et je lui dis non, je dis j'ai pas envie, je vais être libre.
Et les gens doivent être libres de s'instruire. Il y a beaucoup de lecteurs qui disent que sur Amazon, il y a souvent de meilleurs livres que dans les librairies. Alors, on peut critiquer Amazon, il y a de quoi critiquer. Mais en tant qu'auteur et par rapport à mes lecteurs, moi, j'ai rien à dire. Il y a plus de choix. Ça, c'est sûr que il faut toujours privilégier les petites librairies, mais Et jamais de autant que plus. faire se peut. Mais effectivement, sur des plateformes comme Amazon, parfois, il y a plus de choix. Et plus de liberté surtout. Donc les Plus gens de- écrivent, alors, pas de tout, hein, évidemment, tu peux avoir de la daube comme des choses intéressantes, mais les lecteurs me disaient qu'on privilégie Amazon pour s'instruire. Je reviens à l'instruction. Je reviens. Donc prudence avec cela. Si vous prenez ce que vous sentez, si un livre ne vous plaît pas, tant pis, vous ne finissez pas. Mais derrière, ne vivez pas votre livre. Vous n'êtes pas le livre, vous n'êtes pas l'auteur du livre. Effectivement. Donc, en conclusion, on pourrait dire simplement peut-être que la suite, c'est d'abord investir sur soi, tout en s'inscrivant finalement dans un environnement de bienveillance, sans être naïf, bien sûr, hein, mais c'est-à-dire un environnement collectif dans lequel on veut créer une nouvelle unité, une unité qui irait presque, j'allais dire, à l'opposé de l'idéologie dans laquelle ils veulent nous amener. Moins Oui, d'autonomie, moins de souveraineté pour eux, plus de contrôle. Donc en fait, vous avez compris qu'il faut aller à l'inverse. Et pour ce faire, il faut d'abord avoir une assise intérieure pour ne pas se laisser manipuler par la doxa dominante. la conscience et l'âme doivent être aussi travaillées dans cette assise en question, Mm. ce que l'on fait. Enfin, moi, personnellement, je le fais. Et, et, et surtout de rester dans cette ouverture et cette bienveillance. Il y a vraiment, on ne sait rien en fait. On apprend tout le temps. Il faut accepter de dire, bah non, bah, je me suis trompée. Puis comme ça, quoi, je veux dire, c'est, bah oui, bah, j'ai été trompée, mais bah, c'est plus ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Oui, bien sûr. Mais c'est parfait. Je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo du profilage post-élection en vous donnant des éléments assez divers sur le sujet. J'espère que ça vous aura satisfait. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui ont tenu bon. Je remercie Nadine, bien sûr, pour sa participation, Merci puisque à toi. sans elle, on ne pourrait pas faire ces vidéos. Merci à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une très bonne continuation, belle soirée, belle matinée, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir. Au revoir à tous.